Il est aujourd'hui l'influenceur marketing le plus connu et le plus reconnu en francophonie. Plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et des millions de vues au compteur. Et aujourd'hui, je suis allé lui demander son top 10 des livres marketing qu'il faut absolument lire. C'est Stan Leloup, expert en marketing et en copywriting, qui va aujourd'hui nous partager son top 10 des livres que vous devez lire pour développer votre capacité et vos compétences en marketing. Bienvenue dans une vidéo riche en contenu, en anecdotes et surtout en pépites pour développer votre business et vos compétences en marketing. Si vous voulez plus de vidéos, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Dites-nous dans les commentaires quel est votre livre préféré. Le top 4 devrait vous plaire, j'en suis persuadé. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu inspirant et de plans d'action pour concrétiser votre vie de rêve. Bonne vidéo à tous les amis, c'est parti! Alors les amis, aujourd'hui nous avons la chance, l'incroyable honneur d'avoir Stan Leloup avec nous. Salut Stan. Salut Enzo. Et aujourd'hui du coup les amis, on va vous partager le top 10 des livres les plus incroyables pour les gens spécialisés dans le marketing. Et qui de mieux que la chaîne YouTube numéro 1 en francophonie sur le marketing. Stan, merci à toi d'être avec nous, merci à toi de partager tout ça. Tu es un grand lecteur. Tu lis combien de bouquins par semaine ? Environ un peu moins maintenant, mais environ un. En fait, j'essaie de me mettre à 52 par an, tu vois, pour me dire j'en fais un par semaine. Et pendant combien de temps? Ça fait depuis que je te connais, moi, je t'ai toujours vu lire comme un fou. J'ai dû commencer quand je suis sorti de prépa en 2012, je crois, je suis sorti de prépa. Donc à partir de 2012, j'ai commencé. C'est pour ça qu'en fait, tu as l'impression, enfin, tu vois, un bouquin par semaine, c'est pas non plus dingo. Tu vois, beaucoup de gens peuvent lire un bouquin par semaine. C'est juste que si tu as lu un bouquin par semaine et qu'en fait, tu lis tous les bouquins qui te sont recommandés, au final, quasiment à chaque fois que quelqu'un mentionne un truc, tu l'as lu en fait. Donc c'est pour ça que ça donne l'impression que tu as lu pas mal. Après, tu vois, je passe pas non plus tant de temps que ça à lire. Je vais passer 1 heure par jour à lire. Mais tu passes 1 heure par jour à lire, ça fait 7 heures par semaine. Généralement, tu as les bouquins de business qu'on lit, ils prennent à peu près cette durée-là ou moins. Voilà. Et après, ce qui fait baisser ma moyenne, c'est cette année, j'ai lu par exemple le Comte de Monte Cristo. Ça, je l'ai pas lu en une semaine, tu vois, ça a fait baisser ma moyenne. Et l'an dernier, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Shogun, qui fait genre 1200 pages sur un mec qui se retrouve au Japon et qui est génialissime. Mais là, c'est pareil, ça m'a pris 1 mois et demi, je pense, de lire ce bouquin. Et tu avais lu aussi le bouquin sur Napoléon, je crois, la bio complète de Napoléon, qui était énorme. Ouais. Pareil, cette année, j'ai lu le bouquin entier d'un mec qui s'appelle Andrew Roberts, qui est un historien britannique, qui a écrit un livre très, très, très bien sur Napoléon, effectivement. Et celui-là, il est aussi costaud. Mais il se lit très bien pour le coup. Il y avait aussi une bio de Warren Buffett qui était méga longue. Je me souviens, Snowball. Celle-là, elle m'avait bien bloqué. Mais en un sens, je trouve que la biographie de Napoléon est mieux foutue que la biographie de Buffett. Ou la biographie de Buffett, en gros, c'est cool au départ. Et après, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, il fait un deal après un autre deal après un autre deal. Tu vois, alors que Napoléon, tu es en train là et tu te dis, putain, mais quand est-ce que le gars il va aller en Russie? Tu vois, t'es sur le suspense de dire qu'est-ce qui va se passer, comment il va se retrouver, tu vois. Après, il va revenir. Enfin, tu connais un peu, il y a des péripéties jusqu'à la fin. Alors que Warren Buffett, c'est pas aussi excitant. Tu vois, quand le mec, il est déjà milliardaire à 65 ans, tu dis, OK, il reste encore 20 ans du mec qui passe de 1 milliard à 60 milliards. Mais c'est pas aussi kiffant, tu vois. Stan, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter du coup sur ce top 10 en marketing? Plus de 400 000 personnes aujourd'hui abonnées à la chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises. 360, non, un peu moins. Tu m'as augmenté. D'ici là qu'on sorte la vidéo, tu seras à 400 000. Ah, vu la vitesse à laquelle tu grossis. Laisse-la 6 mois. Première chaîne francophone. Toi-même, tu croyais pas pouvoir avoir autant de portée sur le marketing en France? En fait, le truc, c'est que quand j'ai démarré, je me souviens, j'avais une conversation avec Antoine BM. Il y avait Antoine BM avec Antoine Pétavin. On était là à un café et on se disait, putain, Antoine BM, t'es un ouf, mon gars, t'as presque 10 000 abonnés. Parce qu'à l'époque, 10 000 abonnés, c'était le stade auquel tu pouvais accéder au YouTube Space à Paris. Et donc, je me souviens très clairement de cette conversation. Je crois que depuis, ils ont monté ça à 20 000, mais en gros, je me souviens très clairement de cette conversation de dire, putain, le mec, il est carrément un vrai YouTuber, quoi. Il peut aller au YouTube Space parce qu'il a plus de 10 000 abonnés. Donc, à l'époque, c'était un peu la calibration et c'était vraiment gros. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui avait plus de 10 000 abonnés dans le milieu. C'était vraiment rare. C'était vraiment un mec qui avait percé, tu vois. Donc, dans ma tête, il y avait un peu un côté où tu te disais, putain, si un jour j'ai 100 000 abonnés,
je serais Cyprien, quoi. Enfin, je serais un ouf. Les gens me reconnaîtront dans la rue. Je vais être trop célèbre. Et donc, tu as un peu cette calibration, tu vois. Donc, quand moi, j'ai commencé vraiment à percer sur YouTube et à faire des grosses vidéos et à faire des vidéos, ma vidéo la plus vue doit faire plus de 2 millions de vues. Donc, 2 millions de vues sur une vidéo sur comment vendre, c'est assez ouf parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet de niche et c'est une vidéo qui a été faite sur une niche. Cette vidéo, elle a été faite pour choper des clients pour mes formations de copywriting, tu vois, un truc assez pointu. Ça n'a pas été fait en me disant, putain, Madame Michu, chez elle, elle va trouver ça sur sa pause déjeuner, elle a regardé, elle va kiffer, tu vois. Donc, en fait, je suis tombé un peu par hasard dans un truc où moi, je me voyais comme étant un espèce de prestataire de niche. En plus, même dans le milieu du web marketing, je me voyais comme un mec pointu et un peu le nerd qui faisait ses petits copywriting, tu vois. Je me voyais pas du tout comme le mec qui allait faire le mainstream. Et étrangement, c'est moi qui me suis retrouvé à être une des personnes les plus mainstream du milieu, tout en en cherchant à être une des personnes les plus pointues, en fait. Bon, alors aujourd'hui, tu cherches quand même à t'étendre, tu gardes ce côté pointu et analyse profonde, mais tu réfléchis quand même à faire un contenu large et puis à amener une partie de divertissement dans ton contenu pointu. Puis ça marche bien vu que la croissance, bah, ça s'arrête pas, quoi. Ouais, écoute, c'est assez régulier là sur YouTube, tu vois. Je me souviens assez clairement qu'au début d'année, on était à un peu moins de 300 000 parce que j'avais écrit sur la couverture de mon livre plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Mais à l'époque, j'étais à 290. J'étais en mode, putain, il faut que je chope 10 000 abonnés avant la fin du mois parce que sinon, j'aurais menti. Tu vois, les gens vont se dire, bah, tiens, c'est du bullshit. Il est à 287. Il dit, il est à 300. Donc, on était un peu à moins de 300. Tu vois. Donc là, sur l'année, en fait, en faisant relativement peu de vidéos, parce que je pense que j'ai eu sur l'année peut-être 7 vidéos, 8 vidéos, ce qui est assez dingue. Mais enfin, c'est mon rythme actuel de publication. Et du coup, on a gagné ouais, à peu près 70 000 abonnés, je pense, là, tu vois, sur l'année. Donc, ce qui n'est pas non plus explosif quand tu pars de 300, mais en faisant 7 vidéos, c'est une plutôt bonne moyenne, tu vois, et ça se maintient bien. C'est plutôt pas mal. Et surtout, le truc, il est pas, tu vois, ça te montre que l'audience, elle n'est pas épuisée, tu vois. Il y a toujours plus de gens qui veulent écouter du marketing. Donc, c'est assez intéressant parce que quand tu arrives à te dire, j'ai 300 000 abonnés sur du marketing, tu commences à te dire que 1 million, c'est probablement achevable en quelques années. Parce que si c'est 300, c'est possible, pourquoi pas 1 million, tu vois. Alors que vraiment, il y a une année, on pensait que 10 000, c'était un truc de ouf. Et je me disais que 100 000, j'aurais saturé le truc. Donc, potentiellement, tu vois, il y a une audience vraiment beaucoup plus large qui est intéressée par ça. Et surtout, en ce moment, avec tout ce qui est Covid, avec de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir être intéressés par ça. Là où précédemment, bah, si tu es un employé de base, le mec qui te parle de marketing, c'est peut-être vite fait intéressant. Mais si c'est pas ton boulot, tu vois, ça te sert pas à grand chose. Mais là, je pense que de plus en plus de gens ont dans leur coin de leur tête, peut-être qu'un jour, je vais me retrouver face au truc et je vais devoir apprendre. Et donc, du coup, ils ont un intérêt pour ça. Plus, effectivement, comme tu le dis, le fait d'aller cadrer mes connaissances dans des sujets qui intéressent les gens, comme des films ou comme un mec comme Tai Lopez ou comme Vendez-moi ce stylo, comme le coronavirus, tu vois, des trucs qui vont permettre aux gens de s'intéresser à ce que je raconte, même s'ils n'en ont pas un besoin immédiat, mais s'ils ne sont pas en train de vendre un produit, ils trouvent que c'est intéressant parce que ça explique le marketing qui les entoure. Exactement. Et du coup, effectivement, tu es vraiment dans l'éducation, dans la vulgarisation presque, on pourrait dire, euh, pour justement faire découvrir un peu mieux comprendre les leviers psychologiques, marketing et la vente. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas encore le travail de Stan, on vous invite à aller le découvrir le lien, il sera juste en dessous. En parallèle de ça, c'est des milliers de personnes qui sont formées, c'est des millions d'euros qui ont été générés directement toi avec ton entreprise, tes entreprises, mais également avec les gens qui travaillent autour de toi. Ceci étant dit, autorité posée, vous comprenez pourquoi le top 10 des meilleurs livres de marketing par Stan Leloup, ça vaut de l'or. On démarre tout de suite. Je te propose avec eh bien, le top 10. Le dernier bouquin que tu recommanderais, alors le dernier et le premier, c'est parfois dur hein, de faire un top, mais il y a un top. Et donc le 10e livre, ça serait quoi, Stan? Donc, on a mis ici en numéro 10 un bouquin qui s'appelle L'Art de la Victoire, qui est le titre, le pire titre français qui existe. Le titre anglais s'appelle Shoe Dog. Le titre anglais s'appelle Shoe Dog et le truc s'appelle L'Art de la Victoire. Ça veut dire quoi? Le mec, il est victorieux dans quoi? C'est la biographie du fondateur de Nike. Ce qui est génial, c'est de découvrir. Enfin, en gros, l'histoire, le storytelling est génial. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne décision dans ce livre, qui est de l'arrêter au moment, il me semble, où il rentre en bourse ou une sorte de il l'arrête assez tôt. C'est-à-dire que tu as ce côté, ce qui est intéressant dans une biographie, c'est toujours le départ. Comment le mec il a monté, comment est-ce qu'il a grossi, etc. Et comme je te dis dans la biographie de Warren Buffett, les 20 dernières années, tu t'en fous un peu parce qu'en fait, il a déjà réussi et finalement, il manage son truc. C'est un peu le même truc dans la biographie, par exemple, de Richard Branson. Genre, au départ, c'est trop excitant. Et à la fin, le dernier tiers,
C'est bah maintenant je suis super riche et je fais de la philanthropie, tu vois. Et la Ouais. philanthropie c'est cool, mais c'est pas une super histoire parce qu'il n'y a pas un challenge. Tu vois, le mec il va pas être en faillite parce qu'il a fait trop de philanthropie, donc c'est pas si intéressant. Là, le bouquin il s'arrête à donc tu as juste le côté excitant et surtout tu as le truc, le mec qui va au Japon démarcher dans les années, je sais plus 60, je crois, démarcher des boîtes de basket. Son fournisseur le jette. Donc, il dit, bah, tiens, je m'en fous, je vais faire mes propres baskets. Il trouve un mec qui a un moule à gaufres, qui lui fait des chaussures en caoutchouc. Il va les vendre dans le coffre de sa voiture. Il monte. Personne ne veut lui prêter d'argent. C'est un truc qui est ouf, c'est que personne ne veut lui prêter d'argent. Et évidemment, c'est un business de produits physiques. Donc, il y a beaucoup d'inventaires qu'il faut acheter pour pouvoir ensuite vendre. Donc, il est sur un truc où pendant des années, sa boîte monte, sa boîte fait des millions. Mais en fait, lui, il vit comme un pauvre. Et non seulement il vit comme un pauvre, il a un deuxième job. À côté, il est comptable. Tu vois, le gars, il a une boîte qui fait des millions et à côté, il est comptable parce qu'il réinvestit toute sa thune et il peut pas lever d'argent, il peut pas avoir de prêt bancaire. Et donc, du coup, il peut sortir aucun argent. Et ça continue pendant genre 15 ou 20 ans et ça lui prend un temps incroyable avant d'arriver, tu vois, vraiment de personnes d'arriver à ce point de bascule. Mais après ça, le fin mot de l'histoire, évidemment, c'est qu'il monte Nike, qui est une des marques, une des plus grosses marques au monde, tu vois. Donc, c'est l'histoire en soi est vraiment ultra bien racontée. Je sais pas en fait si ce livre il a été écrit par lui ou s'il y a eu un mec qui l'a aidé à écrire parce qu'elle est exceptionnellement bien écrite pour juste un mec qui a fait du business toute sa vie. Tu vois pas un mec qui a passé sa vie à écrire des livres. Donc, je pense qu'il a peut-être eu un peu d'aide, mais ça, on s'en fout parce que ça reste son histoire. Tu vois. Et vraiment le truc, je sais pas si tu l'as lu celui-là, Enzo. Ah ouais, ma question qui était, est-ce que tu avais lu ce bouquin, c'est ça? Exactement. Et donc, du coup, je te disais que suite à la recommandation que tu avais faite dans le podcast avec Paul, je m'étais intéressé du coup au bouquin et je l'avais pris sur Audible. D'abord sur Cooper, je pense, avec le petit résumé, et puis après Audible et je l'ai écouté en livre audio. Effectivement, contrairement à toi, je suis beaucoup plus capable de lire un livre par jour en l'écoutant et je retiens beaucoup mieux en général à l'audio qu'à l'écrit. J'essaye hein, de me mettre à la lecture et j'ai poussé des petites routines, etc. Mais moi, c'est toujours beaucoup plus facile à l'audio. Je pense que je fonctionne comme Ouais, ça. pourquoi te forcer à passer à l'écrit si de toute manière ça marche plus à l'audio, tu vois, il y a pas de gloire à lire nécessairement tu vois, en écrit. Exactement. Aujourd'hui, c'est la décision que j'ai prise, tu vois. Mm. Et donc pour moi, ça a été un bouquin hyper inspirant, vraiment motivationnel. Réussir à rentrer dans la tête d'un type qui a construit une des boîtes les plus puissantes aujourd'hui en termes de retail, en termes de vente, en termes de marketing. Nike reste une marque pour moi très inspirante, ne serait-ce que dans leur marketing, dans leur punchline, dans leur positionnement, dans les décisions qu'ils prennent, par exemple dans le fait de sponsoriser des athlètes de tout type, des athlètes handicapés, de créer des films très inspirationnels, motivationnels. La majorité des publicités que l'on voit aujourd'hui sont pratiquement des spots d'inspiration ou de motivation. Et donc c'est vrai que moi c'est ce que je garde de la marque, et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime beaucoup cette marque. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans son histoire, la galère, les merdes, les trucs, et pour au final construire quelque chose d'incroyable. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai gardé. Les décisions parfois radicales du mec, et puis une détermination à toute épreuve. Comme tu l'as dit, le job en side, alors que ça fait des ventes de dingue. Et ouais, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu de ce bouquin, c'est ce côté motivation, inspiration pour créer une des boîtes les plus énormes aujourd'hui, quoi. Ensuite, on avait mis Millionnaire Fastlane. Tu veux commencer sur Millionnaire Fastlane? Moi, ça doit être un des 2 ou 3 premiers livres que j'ai lus dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas relu. Ouais, Mais je sais il est vraiment, c'est un des bouquins emblématiques, je pense, avec la semaine de 4 heures. C'est des bouquins assez emblématiques que tout le monde a quasiment lu au départ. Et en fait, ça remonte tellement que tu te demandes exactement ce que tu as appris dedans ce parce que que tu as tu as tellement appris. absorbé en fait toutes les leçons, tu vois. Tu as tellement absorbé qu'en fait, ça te semble évident. Toi, c'est quoi ton souvenir ou en tout cas ton expérience avec ce bouquin-là? Millionnaire Fastlane, pour moi, ça date de 2017. Une des premières lectures que j'ai essayé de faire en anglais. Je me souviens, je l'ai lu sur l'iPad à l'époque, et puis après, je l'ai refait en livre audio. Parce que la lecture en anglais, je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt encore. C'est vraiment un bouquin qui va pas vous apprendre les bases du marketing et qui va vous structurer le marketing, mais c'est un bouquin essentiel, je pense, si vous vous intéressez au business sur Internet, au business en ligne. C'est un bouquin qui va vous permettre d'apporter une autre perspective de comment gagner de l'argent, de comment gagner votre vie, de comment euh, ouais, de ce rapport à l'argent, de ce rapport aux échelles également de gains et de l'opportunité que représente Internet. Alors, la semaine de 4 heures, et peut-être on en parlera plus tard dans cette vidéo, est également un des piliers pour moi fondateurs de cette philosophie du business en ligne, ou en tout cas très bien raconté.
Mais Millionnaire Fastlane va être un autre témoignage supplémentaire disant voilà, j'ai une vision, j'ai un truc. Et il est possible aujourd'hui, grâce à la publicité, grâce au business en ligne, grâce à cette abondance de gens qui cherchent des trucs tous les jours sur le net, de créer un business scalable, profitable et très rapidement. Et moi, ça a été vraiment un énorme coup de pied au cul en me disant, OK, je traîne la patte en fait. Comment est-ce que je peux aller plus vite? Comment est-ce que je peux organiser différemment? Et vraiment, cette notion de scalabilité, vous êtes peut-être étranger à cette notion, qui est cette possibilité de grossir très rapidement sans avoir en fait, c'est avoir beaucoup plus de clients sans forcément avoir une structure beaucoup plus grosse. Par exemple, à l'époque, quand on lançait, je sais pas, une marque de vêtements, le développement d'une marque de vêtements, c'était d'avoir de plus en plus de magasins. Et donc, du coup, ça demandait de plus en plus d'investissement, de plus en plus de personnel. Et donc, la scalabilité d'un business physique, ça passe par le fait de prendre beaucoup de gens, de faire beaucoup d'investissements. Quand vous créez par exemple un produit ou un service que vous pouvez vendre en ligne, en gros, la seule différence entre vendre 5 000 euros ou vendre 100 000 euros sur ma boutique e-commerce, c'est est-ce que mon serveur va être capable de gérer énormément de trafic sur mon site et c'est est-ce que j'ai suffisamment de stock. Point barre. Donc en fait, la scalabilité d'une boutique e-commerce, on peut vraiment faire exploser les chiffres en amenant beaucoup plus de trafic et on va faire beaucoup plus de ventes. Si on suit derrière sur la logistique, alors on a une scalabilité qui est pratiquement infinie. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et Fastlane, c'est ça en fait, c'est cette autoroute de comment est-ce que tu peux scaler, comment est-ce que tu peux devenir millionnaire, par exemple, même si tu en as rêvé, si tu en as envie, ou en tout cas faire des millions de ventes. C'est ça vraiment que j'ai gardé de Millionnaire Fastlane. Est-ce qu'il y a des brides, toi, qui te restent, des choses qui t'ont marqué de ce bouquin? Moi, je pense que le grand truc qui m'a marqué et qui m'est resté, c'est qu'il a une vraie insistance sur le fait d'avoir de l'equity, le fait de posséder un actif, en fait. C'est-à-dire Hmm. que lui, c'est un gars notamment qui avait monté cette boîte, qu'il avait revendue, une boîte du coup qui valait beaucoup d'argent. Et en fait, il ne te parle pas juste de, bah tiens, tu vas générer X milliers d'euros en revenus passifs, comme ce que fait un peu Tim Ferriss, en fait. Et c'est la grande faiblesse de la semaine de 4 heures, je pense, en termes de business, c'est qu'il a une vision assez superficielle de ce que c'est, c'est-à-dire, tu vas gagner 3 000 euros en vendant des t-shirts et tu vas aller te dorer la pilule au Panama. Mais en fait, non, Ouais. parce que ton business de t-shirt, tu ne vas pas durer si longtemps que ça, tu vois. Donc, je pense que là-dessus, MJ DeMarco a une vision beaucoup plus mature de ce que ça demande de construire de la richesse, et c'est de pouvoir posséder des actifs qui ont une valeur en soi, qui ont un avantage compétitif et qui peuvent ensuite être vendus parce qu'ils ont une valeur aux yeux d'un acheteur ou d'une personne qui peut investir dedans. Et ça, je pense que c'est une vision assez mature que lui là, que j'avais pas dans la semaine de 4 heures. Encore une fois, comme c'est un des premiers livres dans le domaine que j'ai lu, c'est quelque chose qui m'est resté. Et bien sûr, toute cette métaphore de la slow lane, de la fast lane, c'est une métaphore en fait sur la possession d'actifs. C'est une métaphore sur le fait de travailler dans une entreprise et avoir juste un salaire versus travailler sur une entreprise et posséder l'entreprise, ce qui fait que tu multiplies ton effort par le multiple de valuation de l'entreprise. Si par exemple tu es sur une entreprise qui veut être vendue à 4 fois ses profits, tu as un multiple qui est fait là-dessus ensuite que tu peux ressortir. Et je pense que ça, c'est la principale chose qui m'a marqué. En fait, c'est vraiment le cœur de son idée. Donc, c'est assez bien pour lui que c'est l'idée qui Que me c'est soit ça restée. que t'es Ouais, retenu, exactement. c'est plutôt Et un bon succès. donc vraiment bouquin recommandé. Il y a une version qui a été faite en français qui s'appelle L'autoroute du L'autoroute millionnaire, du si je dis succès, pas. ouais, ou un truc comme ça. L'autoroute Ouais. du succès, bon, Ou l'autoroute du qui est millionnaire, peut-être. disponible en tout cas si je dis pas de bêtises, si ça a été réédité récemment. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on connaissait, qui était connu du milieu des marketeurs français, qui avait récupéré les droits et qui avait fait éditer ça. Donc voilà, vous pouvez le trouver également en français si vous n'êtes pas trop dans la lecture en anglais. Numéro 8, un bouquin du coup sur la stratégie plutôt de création de contenu qui est un bloc tellement important dans le marketing et notamment dans le marketing digital aujourd'hui, là, en ce moment où on parle, qui est devenu quasiment essentiel, dont tu as fait un de tes énormes piliers du développement de toi, tes entreprises. Ce bouquin, je ne le connais pas, donc raconte-nous tout ça. Hmm. Le bouquin s'appelle Save the Cat. Il a une traduction en français. Je ne sais pas ce qu'elle vaut parce que je cherche toujours si les bouquins que je recommande ont une traduction en français pour pouvoir le citer, même si moi je les ai lus en anglais. Tu as vu que j'ai cité L'Art de la Victoire, je connaissais le titre en français. Il s'avère que quand tu cherches ce bouquin en français, pardon, sur Amazon, les commentaires sont genre super négatifs. Et en fait, il semble que le traducteur de ce livre en français,
en fait, a modifié le texte pour faire la promotion de ses propres services. Bref, je peux pas valider la traduction française, mais la version anglaise est super cool. C'est un livre qui est intéressant parce que moi, j'aime bien lire des livres qui s'adressent à un domaine un peu différent parce que ça te permet d'avoir des idées qui sont un peu plus originales. Versus si tu lis, c'est bien de lire Millionaire Fastlane, mais si c'est tout ce que tu as lu, tu n'as rien de plus que tous les autres marketeurs au monde. Tu vois. Alors que là, tu es sur un truc qui est un peu différent parce que ça, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui écrivent des scénarios pour Hollywood. C'est en gros comment trouver une idée de scénario, comment la packager, comment la pitcher à un studio et comment écrire un scénario, une histoire que les gens ont envie de suivre. Et il a une approche très commerciale. Ce n'est pas une approche extrêmement artistique. Il y a d'autres livres de scénarios qui sont intéressants, qui ont une approche plus artistique. Lui, il a une approche très commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'un film va être un blockbuster? Qu'est-ce qui fait qu'un film va marcher? Qu'est-ce qui fait qu'une histoire va être captivante? Qu'est-ce qui fait qu'un studio aura envie d'acheter? Donc, un des éléments intéressants chez lui, c'est comment est-ce que tu prends une histoire et comment est-ce que tu la pitches en une phrase. Pour que tu arrives sur un jeu, tu fais voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a perdu sa mémoire, mais il a une espèce de tatouage et en fait, tu vas te demander d'où il vient et pourquoi est-ce que le mec a un trou de balle, enfin, pas un trou de balle, s'est pris une balle dans le bide et il a un tatouage chelou, tu vois. Genre, et tu te dis, mais ouais, tu vois, t'as envie de savoir la suite. Donc, c'est un peu un pitch. Tu vois, Harry Potter, c'est simple. C'est un gamin ordinaire. D'un coup, il reçoit une invitation pour aller à l'école des sorciers. Tu vois, c'est ça, c'est un pitch. Donc, lui, il travaille beaucoup sur le pitch et comment est-ce que tu crées une histoire où tu peux la condenser en une phrase et la rendre intrigante. Et une fois qu'il travaille sur ça, il se dit, OK, comment est-ce que ça se fait dans un poster? Donc ça, par exemple, tu as cette idée de pitch et de trouver un angle fort pour ton histoire et que si ton histoire, elle est bien, mais elle n'a pas d'angle fort, tu ne veux pas amener les gens dedans. Moi, en fait, c'est tout mon travail que je fais sur YouTube au niveau des miniatures et des titres. C'est-à-dire, j'ai un petit poster, c'est ma miniature, j'ai un titre, c'est ma tagline, quoi, c'est mon accroche. Mais si je raconte pas une bonne histoire là-dedans, même si ma vidéo en soi, elle est intéressante, les gens vont pas cliquer pour la voir. Donc, lui, tout son travail sur ce qu'il appelle le high concept. High concept, c'est d'avoir un film qui a un concept, qui a un twist intéressant. Donc, par exemple, c'est le truc du mec qui a perdu sa mémoire. C'est le truc de… Il y a un film, par exemple, où c'est genre un gars qui doit aller au Mexique chercher de la drogue, mais pour pas se faire repérer parce que c'est un mec tout seul, il décide de demander à sa voisine et à différents voisins de venir avec lui dans un camping-car pour faire genre ils sont une famille. Et donc en gros le trip c'est ils vont tous au Mexique pour faire semblant qu'ils sont une famille alors qu'en fait ils se connaissent pas et ils doivent faire semblant d'être une famille et d'aller chercher. Tu vois, ça c'est un film qui a été fait. Donc il y a un pitch ici que j'ai pas super bien fait parce que je pense que le mec qui l'a vendu, lui il avait rodé son truc en une phrase. Mais en gros tu vois t'as un concept, t'as un twist et tu dis ok qu'est-ce qui va se passer. C'est pas juste bah voilà c'est des gens qui font un truc intéressant. Non il y a un twist, il se passe quelque chose. Ocean's Il faut Eleven. qu'il y ait d'ailleurs cet élément de twist pour que ça soit intéressant pour les gens. Pour que ça soit intéressant, parce que sinon les gens n'ont pas envie d'aller le voir, tu vois, parce que sinon ils comprennent pas ce que c'est. Donc en fait, tout son truc, c'est de te dire en une phrase, si tu dis Ocean's Eleven, c'est un mec qui sort de tôle et il va aller braquer un casino à Las Vegas avec 10 autres mecs qui sont chacun des experts dans leur domaine. Tu sais à quoi t'attendre. Et donc du coup, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais à quoi t'attendre, tu sais quelle va être la résolution. Tu as une anticipation déjà pour les scènes clés. Et il te dit quand je t'ai pitché le truc, je t'ai pitché le mec qui a perdu sa mémoire. T'as une anticipation, il y a une scène clé qui va être, il découvre un indice où il découvre qui lui a mis une balle et pourquoi il a perdu sa mémoire. Tu sais qu'il va y avoir des résolutions. Et donc, du coup, avec cette petite phrase, tu vas anticiper plein de trucs. Moi, je fais la même chose dans mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver la petite phrase dans le titre qui va te faire anticiper un espèce de twist et qui va te faire anticiper une résolution et tu as envie de savoir la suite. Et donc, tout son travail, lui, qui va faire sur les scénarios, comment tu déroules ton histoire, mais aussi comment est-ce que tu la condenses pour la pitcher, est vraiment super intéressant. Et le fait qu'il s'adresse non pas à des gens qui font des vidéos YouTube, mais à des gens qui font des scénarios de films, moi, ça me force à réfléchir à OK, ce concept qu'il est en train de me donner sur, par exemple, la structure en 3 actes, comment est-ce que je l'applique à une vidéo YouTube? Ou cette idée du high concept, comment est-ce que je l'applique à une vidéo YouTube? Donc, ça me force à réfléchir. Et c'est un livre que j'aime beaucoup là-dessus, qui est super facile à lire. Toi, il est assez accessible. Il y a des bouquins sur le scénario qui sont vraiment ultra techniques, avec 112 trucs, genre Robert McKee, ce genre de trucs. C'est des bouquins assez complexes. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Et du coup, tu peux vraiment en tirer beaucoup. Tu vois, n'importe quelle personne qui va créer du contenu peut en tirer sur la structure d'un storytelling et sur comment est-ce que tu accroches l'attention des gens. De façon globale, tu vas aussi forger ton esprit marketing, forger tes théories marketing sur des contenus qui n'ont rien à voir avec le marketing. Tu vas beaucoup lire d'histoire, de philosophie, de psychologie, d'écriture de scénario, d'écriture de base, comment écrire, etc. Et c'est tout en fait ces concepts-là derrière que tu vas aller appliquer au marketing qui te donne parfois un œil différent, un œil plus profond, une vision un peu différente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de finalement cette étude très large pour revenir derrière à ton domaine? Moi, en fait, pour beaucoup de trucs de lecture, et une des raisons pour laquelle j'ai toujours lu pas mal, et en plus, tu vois, de lire des livres, je lis beaucoup d'articles,
sur Internet, des newsletters. Je dois être abonné, tu vois, à une cinquantaine de blogs différents sur le RSS. Je suis un des seuls mecs au monde qui utilise encore des flux RSS, tu vois, pour suivre des blogs et tout. Et moi, je kiffe bien ça. Je suis aussi pas mal de chaînes YouTube un peu bizarres, mais c'est vraiment ma curiosité. C'est ce qui m'intéresse. Et après, je commence à avoir des points en commun entre les différents domaines. Moi, il y a des domaines qui m'intéressent plus que des autres. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien lire beaucoup sur la science et tout. Et moi, genre, lire des trucs sur la physique et l'astronomie, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais en revanche, tout ce qui touche à la psychologie, tout ce qui touche à l'histoire, à des éléments philosophiques, à la persuasion, au business, à la finance. Je lis beaucoup, beaucoup sur la finance. C'est un truc dont je parle jamais. Je parle jamais dans mes vidéos de finance, d'investissement, mais je lis énormément sur la finance, sur les IPO qui se font, sur les nouveaux modèles. Il y a beaucoup de trucs comme ça que je lis, tu vois, qui ne ressortent pas trop dans mon contenu, mais c'est juste parce que moi, ça m'intéresse et ça me structure aussi ma pensée et ça me force à penser de manière différemment et à comprendre comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Donc ensuite, ce que ça me permet de faire, c'est effectivement d'avoir un point de vue qui est différent ou d'avoir une référence qui est différente et de ne pas appliquer le même modèle que tout le monde peut appliquer, parce que ce qui fait que mon analyse va être intéressante, c'est que j'applique un modèle que tu connais pas ou auquel tu t'attends pas à quelque chose d'autre. Donc si en fait je te fais l'analyse je sais pas, de Tai Lopez et tout ce que je te dis, c'est que le mec il est fort en marketing parce qu'il a appliqué les concepts de Robert Cialdini dans Influence et Manipulation. Ok, certes, tu vois, mais beaucoup de gens ont pu te faire cette analyse, donc c'est pas extrêmement intéressant. Alors que si je fais de l'analyse de comment est-ce que le mec a retourné ses critiques, ce que je fais, ou comment est-ce que le mec s'est monté un truc dans le domaine de la finance, là tout d'un coup c'est beaucoup plus intéressant. Donc je pense que en termes spécifiquement moi du type de contenu que je produis, qui est du contenu d'analyse, qui doit sortir du lot et qui doit proposer un truc que tu n'as pas vu ailleurs, et une analyse qui est pas évidente, ça m'aide beaucoup de suivre ça. Mais encore une fois, comme je te dis, moi c'est pas un truc que je me force, c'est vraiment je suis ma curiosité. Ouais. Et en fait, je lis beaucoup de trucs qui fondamentalement ne servent à rien et n'aboutissent à rien. Mais de temps en temps, il y a deux éléments qui vont avoir une connexion. Je vais me dire, ah tiens, là, il y a un truc à faire, il y a une connexion intéressante. Et souvent, ma connexion, elle va se faire entre un livre que j'ai lu et un événement. Donc, par exemple, s'il y a un événement intéressant, je me dis, est-ce qu'il y a un livre qui est pertinent par rapport à ça que j'ai lu? Donc, par exemple, quand il y avait eu le gros succès quand Jake Paul a commencé à percer aux États-Unis, donc un des gros youtubeurs qui était très décrié, mais moi, je suivais pas mal de youtubeurs qui en fait, faisait de l'humour et se moquait un peu de lui, mais je voyais que le mec il montait, que en fait personne ne comprenait pourquoi il montait, alors que tout le monde pensait que c'était un débile. Et à côté de ça, il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday. Et je me dis en fait, ce que fait ce gars-là, Jake Paul, c'est exactement ce que fait Trust Me I'm Lying. Mais il y avait un autre degré à ça, c'est qu'il y avait un documentaire sur Dr. Dre et comment est-ce qu'il avait monté Beats, la boîte qu'il a revendue plus de 1 milliard à Apple et qui est devenu un des premiers mecs du monde du rap à faire 1 milliard. Et en fait, c'était toute une idée de comment est-ce que tu utilises la célébrité pour faire levier et créer un truc qui vaut beaucoup plus que ta musique, par exemple. Et c'était ce que Jake Paul faisait. En fait, c'est ce que Jake Paul disait qu'il faisait. C'est qu'il faisait levier sur sa célébrité sur YouTube pour créer des marques, pour créer du vêtement, pour créer peut-être des applications, etc. Et donc, tu vois, tous ces trucs-là se mettent et tout d'un coup, tu peux avoir une analyse de Jake Paul où 99% des gens ont la même analyse de ce mec. C'est-à-dire, ah, regardez, c'est un débile. Les seules personnes qui les suivent, c'est des petits gamins de 12 ans, etc. Ce qui est pas faux. Mais c'est pas le plus intéressant. Si tu veux de juste dire que le mec, il est débile et c'est un peu un teubé. Et de toute manière, les gens le suivent parce qu'il est teubé. Dans le monde, il y a plein de gens qui sont teubés et la plupart sont pas multimillionnaires à 22 ans comme les Jake Paul. Tu vois. Donc, je pense qu'il te faut une autre explication que le mec, il est débile. Et je trouve ça intéressant de trouver des explications auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et voilà, et je les trouve parce que dans ma mémoire, tu vois, j'ai une espèce de librairie d'exemples que j'ai vus ou de connexions que je fais. Et quand je trouve une bonne connexion, souvent, ça va faire la jeunesse d'une bonne vidéo. De façon globale, en tout cas, du coup, effectivement, on ne peut que vous recommander de lire des concepts un petit peu plus global et justement trouver la connexion pour le ramener au marketing. Par exemple, dans la création de contenu, il y a énormément de gens qui s'intéressent, des gens qui écrivent de façon globale aussi, hein, qui s'intéressent à justement comment écrire un scénario, qu'est-ce qui fait qu'un texte va être plus impactant, plus inspirant qu'un autre, parce que ça va directement se connecter au marketing avec les textes de vente, les vidéos de vente, les publicités, etc. etc. Numéro 7, qui est pour le coup un des auteurs qu'on aurait pu mettre plein de bouquins dans ce top qui sont issus de son travail. C'est quelqu'un qui est... vous ne pouvez pas passer à côté si vous étudiez le marketing, si vous voulez comprendre le marketing. Pour le coup, il y a tellement de bouquins qui sont spécifiques qu'il a créés.
et que en fait, quand vous l'étudiez, lui, c'est de façon générale en fait que vous allez découvrir le marketing. Je pense que vous fassiez du marketing de façon traditionnelle ou digitale, même si bientôt le marketing ne sera peut-être plus que digital, on verra. Il est au contraire, lui, là pour la base. Il est là pour fonder les bases, pour vous expliquer les bases, pour vous montrer la direction. Je pense que démarrer par exemple avec un auteur comme lui, c'est très bien parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre les grands fondamentaux, les grands leviers, et puis en fonction des bouquins, d'aller plus ou moins sur des domaines spécifiques. Du coup, Stan, quel est ce top 7 et qui est cet auteur? Du coup, c'est Seth Godin avec le bouquin qui s'appelle Purple Cow. Il me semble qu'en français, ça s'appelle La vache La pourpre. vache violette. Ouais, ils ont appelé ça pourpre, c'est ça. J'allais dire la vache violette, mais en fait, ils ont appelé ça pourpre. Ouais. Alors que Purple, c'est violet. Mais peu importe, la vache pourpre en français. Donc, évidemment, le logo, enfin, la couverture iconique de la vache. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que ce livre, quand il est sorti aux États-Unis, il était dans un carton de lait. Donc, tu achetais un espèce de carton de lait avec le livre à l'intérieur. Et bien sûr, tout le concept central du bouquin, c'est de créer quelque chose qui est totalement différent du reste et qui sort totalement du lot. Et donc, bien sûr, son idée, c'est si tu voyais une vache pourpre, ça sortirait du lot et tu mettrais ton attention dessus. Et tout est une guerre de l'attention, donc ça a du sens. Et lui, il avait dans son packaging de son livre appliqué ce concept-là pour avoir de l'attention, pour faire parler, pour sortir du lot. Je sais qu'Enzo, toi, c'était un bouquin qui te tenait particulièrement à cœur parmi ceux de Seth Godin qu'on avait évoqué. Pourquoi celui-là en particulier te marque chez lui? Alors effectivement, quand je vous disais qu'on aurait pu en lister plein, c'est par exemple, il y a Tribe, Tribu, qui m'a beaucoup impacté aussi, et il y en a d'autres, beaucoup plus, dont j'ai pas les noms, sur les fondamentaux du marketing par lesquels j'ai commencé. Un aussi sur le storytelling, qui a été fait par Seth Godin, qui est très impactant aussi. Et il y en avait un que qu'on avait cité, qu'on avait un peu, est-ce qu'on met celui-là ou est-ce qu'on met celui-là? C'était quoi que tu voulais mettre dans Il y en le a un qui top? s'appelle Permission Marketing, qui est assez intéressant parce que tu as l'impression dans Permission Marketing qu'il est c'est un bouquin qui date vraiment, je crois, du début des années 2000. Tu as l'impression qu'il est en train d'inventer l'email marketing, en fait. Hmm. Et le fait que tu veux plus interrompre les gens uniquement avec des pubs, tu veux avoir leur permission parce que si tu as leur permission, tu pourras plus communiquer avec eux. Donc, tout ce que tu fais sur YouTube en montant une audience, en des gens qui s'abonnent, en ayant leur email, en leur envoyant des emails, c'est ça. Et il a une valeur, je trouve, assez historique dans le fait que ça te rappelle qu'il y a un moment donné où ce que lui, il expliquait au niveau du permission marketing, c'était un espèce de truc un peu iconoclaste, en fait. Ce qu'aujourd'hui, on considère comme étant la base de ce que nous, on fait, de gagner la permission des gens pour pouvoir leur communiquer avec eux, parce que si tu n'as pas la permission de communiquer avec eux, ils vont être saoulés assez rapidement parce que tu essaies de les interrompre, en fait. Et je pense qu'il a une valeur intéressante pour ça, de voir à quel point le mec était assez en avance sur son temps et à quel point cette idée qui aujourd'hui nous semble est acquise, en fait, elle vient de quelque part et elle est née, elle a été développée. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue théorique de vraiment réfléchir en fait, ah oui, mais pourquoi est-ce que l'email marketing c'est aussi fort, par exemple? Parce que moi, tout mon Et- truc, tout mon business, c'est de l'email, quoi. Et pourquoi ouais. est-ce que c'est aussi fort et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Donc, lui, il donne une fondation théorique qui est intéressante pour y réfléchir, tu vois, un peu plus d'un point de vue philosophique que d'un point de vue pragmatique, parce que d'un point de vue pragmatique, tu le sais déjà. Et par ailleurs, c'est une manière intéressante de voir comment est-ce que les idées émergent et comment est-ce que les idées s'établissent. Tu vois, une idée qui était peut-être à l'époque suffisamment étrange pour que lui, il écrive un livre entier autour de ça et qui Hmm. aujourd'hui est assez bien acquise. Mais Est tu vois comment est-ce devenu que la lui, il l'a base. développé, comment est-ce qu'il l'a défendu. Et ça, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça ajoute de la crédibilité au bonhomme quand tu vois, il est là depuis tellement longtemps. Et en fait, il avait vraiment vu cette vague. Et en gros, il avait vu comment Internet allait changer le marketing Hmm. avant que ça se soit vraiment produit. Et donc, tu peux dire, OK, ben, peut-être que ce qu'il est en train de me raconter sur ce qui va se passer ensuite, quand on aura la réalité virtuelle ou quand on aura des objets connectés partout, ben ça peut aussi potentiellement être C'est assez peut-être visionnaire et c'est intéressant d'y réfléchir. une réalité, effectivement. Donc, en Ouais. plus d'être quelqu'un de très smart, ce côté visionnaire, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller chercher, c'est lui. Pourquoi Purple Co? Parce qu'à l'époque, je suis à Nice. J'ai déjà commencé un peu mon voyage de nomade digital et je cherche justement à me différencier. À l'époque, je veux essayer de sortir mon premier programme de développement personnel et j'ai l'impression d'être une mauvaise copie, en moins bien, de tout ce que je trouve sur le marché. Mm. Et je le sens vraiment, je le vis, cette frustration de faire un truc. Et je me rends bien compte que mon truc est pas plus intéressant que ce que tout le monde fait. Et j'arrive pas à mettre en avant justement ma différenciation, mon unicité, etc. Et ce bouquin
va parler uniquement que de ça et de l'importance d'être différent. Aujourd'hui, clairement, vous pouvez faire un job qui est 20% moins bien peut-être que ce que fait le marché. Si vous arrivez à attirer suffisamment l'attention et à sortir du lot, eh bien peut-être que vous allez attirer énormément de gens sur votre travail, sur vos lectures. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus important d'être clivant que d'être très bon. Vous pouvez être bon et clivant et avoir beaucoup plus de succès que quelqu'un de très bon. C'est reconnu et vous pouvez voir ça par exemple chez énormément de chercheurs, d'écrivains, d'intellectuels, des gens qui mériteraient d'être écoutés, d'être vus, d'être entendus par énormément de monde, mais c'est des gens qui vont mourir dans l'anonymat et peut-être que leurs idées et leurs théories qui auraient pu changer le monde vont mourir avec eux. Parce qu'en fait aujourd'hui, dans notre monde, comme Stan l'a dit, c'est une guerre de l'attention. Et tant que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous différencier, alors vos idées n'impacteront personne. Et donc, vraiment très intéressant, super théorie, et pas mal de cas pratiques à étudier et chose qui est essentielle à mettre en place aujourd'hui dans votre marketing. Seth Godin, de façon globale, c'est un incontournable. Vous devez l'étudier, vous devez comprendre son travail pour toutes les palettes pratiquement du marketing. Voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué de Purple Co. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément. Comme je te dis, moi, ça fait partie de ces livres que je lis il y a tellement longtemps qu'en fait, la seule chose qui m'a marqué, c'est l'idée centrale. Mais Hmm. l'idée centrale, elle est suffisamment forte pour que tu t'en souviennes, tu vois. Et je pense que là, une des leçons que tu peux en tirer, qui est, je pense, assez importante, c'est que ta différenciation, elle ne peut pas être trop complexe. C'est-à-dire que si la vache, elle est violette, tu le vois direct. Si c'est une vache qui a été élevée dans telle région avec de l'herbe bio, etc., ça, je peux pas le voir, je peux pas le comprendre, tu vois. C'est juste un truc théorique que tu me racontes. C'est pas un truc que je peux ressentir dans mes tripes. Et donc, du coup, c'est pas une différenciation qui va être si efficace que ça. Et je vois pas mal de gens qui essaient de se différencier avec un truc qui est soit trop Trop pointu et que léger. personne Hmm. d'autre ne comprend, soit en fait un truc qui n'a pas d'impact en fait sur leur utilisateur final. Donc ils vont dire moi j'ai une nouvelle méthodologie pour perdre du poids basée sur tel ou tel truc, mais au final tout le monde s'en fout de ta méthodologie, tu vois. Enfin c'est pas vraiment ça en fait qui fait la différence, c'est pas vraiment ça qui va faire que les gens ont envie de te suivre, que tu aies une méthodologie ou d'autres, parce qu'il y a des méthodologies, il y en a une infinité et c'est pas assez impactant. On pense vraiment en fait que la vache elle est violette, c'est un truc qui te saute aux yeux directement, c'est un truc que t'as pas besoin vraiment d'expliquer, c'est un truc que tu peux voir, c'est un truc que tu peux comprendre instinctivement. Et c'est vraiment ça qui va faire les meilleures différenciations. Et s'il faut que tu expliques pendant 5 minutes à quelqu'un pour qu'il comprenne en quoi tu es différent, par définition, ça ne suffit pas parce que tu n'auras Exactement. jamais l'attention de la personne pendant 5 minutes s'il n'a pas compris en 30 secondes pourquoi est-ce que c'est différent et pourquoi est-ce que tu peux l'aider. C'est le même truc qu'on disait tout à l'heure sur le fameux Save the Cat et le fait qu'il faut que ton film il soit accrocheur directement. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que si ta différenciation, elle saute pas aux yeux et elle n'est pas évidente et que tu as trop été la chercher dans un truc un peu compliqué, au final, ça n'a pas l'impact que tu recherches sur les gens. Et, euh, et il faut revenir sur quelque chose de plus basique, de plus fondamental, de plus clivant, comme tu dis, qui va vraiment avoir un impact viscéral, au risque de ne pas plaire à tout le monde. Ça, je pense que c'est une des raisons qui fait que les gens n'arrivent pas à se différencier parce que tu peux difficilement te différencier sans risquer de ne pas plaire à certaines personnes. Et les gens qui sont les plus différenciés, qui ressortent le plus, c'est aussi les gens qui vont avoir des détracteurs. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en compte d'un point de vue émotionnel, tu vois, qu'il va falloir surmonter si tu veux vraiment, voilà, si tu veux avoir une vache violette, pas tout le monde va te dire c'est pas naturel, ta vache elle est violette, moi je veux pas ça, c'est pas bien. C'est sûr que tu vas avoir ça. Ce n'est pas une œuvre de Dieu, ça. C'est forcément une œuvre Ouais, travaillée. On perd déjà tous les ouais. croyants et les religieux. Top 6, un autre exemple, un autre cas pratique de justement réussir à se nourrir d'autres domaines pour nourrir ton marketing et ta vision. Là, on va parler de philosophie. Et c'est quoi le top 6, Stan, du coup? Donc c'est Obstacle is the way de Ryan Holiday. En français, je crois qu'ils l'ont appelé L'obstacle et le chemin, une traduction assez directe. Est-ce que celui-là, tu l'as lu, Enzo? Non, j'ai lu d'autres bouquins de philosophie stoïque, et comme tu le sais, comme on a déjà pu en débattre ou en parler. D'ailleurs, encore une fois, quel impact tu auras eu dans ma vie, hein, décidément. C'est toi qui m'as fait mettre à la philosophie stoïque, après encore une fois un podcast avec Paul, dans lequel justement vous parliez de la philosophie stoïque, de la richesse que ça avait pu apporter d'un point de vue perspective, d'un point de vue perception, d'un point de vue ne serait-ce même sagesse, bonheur au quotidien qui va un peu dériver sur la vie perso et l'impact également que ça peut avoir sur le marketing. Donc je m'étais nourri d'abord du travail d'ailleurs de Ryan Holiday sur, tu sais, le bouquin où il y a une citation de philosophie Daily stoïque par jour. Stoic.
Daily Stoic, qui est très facile à consommer et qui du coup est intéressant parce qu'il t'amène tous les jours dans une petite réflexion, dans un petit moment de philosophie. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai écouté d'autres bouquins en faisant des recherches similaires sur Audible. Et je suis tombé sur d'autres bouquins de philosophie stoïque où j'ai pu étudier un peu plus en détail différents auteurs de cette époque-là. Marc Aurèle, bien évidemment, Socrate, etc. J'ai plus le nom du type qui est passé en prison. C'est quoi son nom à celui-là? Qui est passé en prison au Vietnam. Non, 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 qui a été prisonnier pendant tout un moment, qui fait partie de ce courant. Bah, il y a Épictète, Voilà, Sénèque. Épictète. Épictète, Ok. exactement. Épictète, du coup, qui m'avait beaucoup marqué aussi à l'époque. Et c'était un bouquin qui racontait un bout de sa vie. Un bout de sa vie. Donc, moi, c'est ça l'étude que j'ai fait de la philosophie stoïque. Obstacle is the way, je connais pas, du coup, raconte-nous. Hmm. Donc, Obstacle is the Way, c'est un livre récent qui doit dater il y a 5-6 ans, qui repackage en fait toutes ses connaissances stoïques. Donc, il invente rien et il prétend rien inventer. Ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il a vraiment relancé la popularité de la philosophie stoïque en fait. Donc, en tant qu'objet marketing dont le produit et le marketing qui te vend, c'est une philosophie, c'est absolument. Enfin, c'est un énorme succès. Tu vois. Il y a beaucoup d'équipes sportives dans le football américain qui vont se le recommander. Donc lui, il a vraiment monté un truc. Il a monté toute une marque. Il a décliné ça dans différents livres. Il a une newsletter. Il a monté tout un truc autour. Mais je trouve ça intéressant en termes d'objets. Et puis après, c'est un bon livre. C'est une bonne introduction. Donc après, je recommanderais aussi d'aller lire ton Sénèque, Lettre à Lucilius, ton Marc Aurèle sur les méditations, qui sont un peu les sources et qui sont très accessibles. Mais je trouvais qu'Obstacle is the Way était une introduction qui était intéressante. C'est une bonne histoire. Donc, si tu veux réfléchir en termes de philosophie stoïque et pourquoi est-ce que c'est intéressant et qu'est-ce que ça t'apporte, je pense qu'il y a une idée clé qui est vraiment la plus utile d'un point de vue pragmatique pour un entrepreneur. C'est l'idée de faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Ouais. L'idée qu'il y a certaines choses que tu peux pas contrôler et que c'est une perte d'énergie et que c'est une erreur de calcul de dépenser de l'effort à te dire mais c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. Donc il y a cette idée dans le stoïcisme que ce qui est dans la réalité, tu dois l'accepter, tu dois accepter la réalité. C'est l'anti-secret. Tu peux pas Mhm. imaginer que la réalité doit être différente qu'elle est. Tu dois accepter la réalité telle qu'elle est. Tu dois comprendre ce que tu peux contrôler, ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu dois faire pour faire ça. Et donc c'est Où l'idée que mettre ton énergie, quoi. ouais, beaucoup de choses que tu crois comme étant des éléments importants sont en fait des éléments qui sont pas dans ton contrôle. Et pour eux, c'est souvent la richesse, la réputation. C'est des gars qui souvent, tout d'un coup, l'empereur change ou l'empereur les aime plus et ils se font exiler ou ils se font exécuter. Enfin, par exemple, Sénèque s'est fait exiler par Néro, qui était en plus son élève, etc. Donc, ils se font exiler, ils se font exécuter. Du jour au lendemain, tout ce que tu as peut disparaître, en fait, parce que le climat politique a changé. Donc, tu ne veux pas être attaché à ce que tu possèdes. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Tant que tu l'as, tu peux en profiter et c'est cool, mais c'est pas quelque chose que tu dois contrôler et ton état mental, émotionnel ne doit pas en dépendre parce que c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction aux événements. C'est-à-dire que si quelqu'un t'insulte, t'es pas obligé de l'insulter en retour parce que tu peux contrôler cette réaction et tu peux contrôler la manière dont tu vas percevoir ça. Si tu es envoyé en prison, si tu es un bon stoïque, tu peux contrôler la perspective et tu peux te dire, bah voilà, je peux pas m'échapper de prison, je peux pas faire ça, je suis en prison, je peux rien y faire, etc. Qu'est-ce que je fais dans cette situation et qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ma situation? Et il y a cette idée assez intéressante qui est, quand tu lances un projet, c'est une illusion de te dire, si je travaille assez dur, ce projet va marcher à 100%. Parfois, un projet, tu peux travailler dur dessus, tu peux faire de ton mieux et il marche pas parce que le succès du projet n'est pas vraiment dans ton contrôle. Ce qui est dans ton contrôle, c'est de faire le maximum pour le faire réussir. Et si tu peux créer un état mental où ton état mental et ton bonheur et ta sérénité, ta paix intérieure dépendent de ce que tu contrôles, c'est-à-dire tes réactions, tes pensées, tes actions, et non pas de ce que tu contrôles pas, c'est-à-dire ce qu'en pensent les autres, si les gens vont acheter, si les gens vont t'aimer, si les gens vont liker, si les gens vont regarder ta vidéo, alors tu auras atteint essentiellement l'objectif du stoïque. Et ça, c'est une idée assez forte pour un marketeur parce que si ta mentalité, elle n'est pas alignée avec ça, tu as du mal à prendre des risques parce que tu te dis, si ça se plante, c'est moi qui suis une sous-merde et ma vie est ruinée.
tu as du mal à innover, tu as du mal à être différent, tu as du mal À oser. à assumer tes principes, voilà, parce que tu dois toujours être dans la mouvance. Donc, je pense que le fait d'avoir un peu cette indépendance d'esprit et savoir faire la part des choses et comprendre qu'il y aura toujours des gens qui n'aiment pas, il y aura toujours des gens qui se plaignent, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents, il y aura toujours des choses qui vont échouer. Et être capable de ne pas en dépendre et de pouvoir essuyer un échec sans être complètement mentalement brisé, c'est important. Et c'est ça qui ramène ce côté philosophie stoïque à ta vie d'entrepreneur, en fait, parce que plus ta vie va être mouvementée avec des hauts et des bas, plus tu as besoin de cette philosophie stoïque. C'est pour ça qu'elle a été développée dans une époque assez mouvementée, à l'origine en Grèce, mais ensuite surtout à Rome, pendant une période de l'Empire où il y avait un grand nombre d'incertitudes sur ta vie et sur ton futur et où tu pouvais monter très haut et descendre très bas assez rapidement. Et je pense que nous, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments que tu peux pas savoir en fait. Il y a beaucoup d'incertitudes. Tu peux pas savoir ce qui va se passer dans quelques années. Et si tu te mets dans cette mentalité où tu dois pouvoir tout contrôler, alors quoi, tu ne peux pas le contrôler matériellement, tu peux rentrer dans des cercles de stress et de contrôle qui sont excessifs parce qu'en fait, tu essaies de prendre le contrôle sur une chose que tu ne peux pas contrôler. Et donc, si tu es capable de te dire, en fait, non, moi, tout ce qui est important, c'est que je continue à maintenir le contrôle sur mon propre esprit et sur mes propres actions et le reste, on va voir ce qui se passe et je serai prêt à accepter ce qui se passe. Tu peux beaucoup mieux vivre, en fait, ce haut et ce bas parce que tu te dis que je sois en haut, que je sois en bas, c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour moi la connexion entre le côté marketing, le côté entrepreneuriat et cette philosophie du stoïcisme, elle se trouve là. Le guide finalement parfait pour vous construire un état d'esprit solide pour être libre dans votre marketing. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça a été très intéressant, une perspective différente. C'est peut-être d'ailleurs si vous avez fait des terminales S ou des terminales L, E, S, j'imagine aussi. En tout cas, si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Moi, à l'époque, jamais j'aurais pu imaginer étudier du stoïcisme. J'étais pas du tout étudiant. Étudier la philosophie, à la limite, ça me faisait marrer en cours, mais je m'imaginais pas acheter, par exemple, Lettres à Lucilius et me mettre à lire de la philosophie à la maison quand je sais pas quoi faire ou quand j'ai envie d'étudier. Donc, ça a été aussi très intéressant pour ça, changer un peu mes perspectives, mes croyances, notamment sur moi-même, élargir encore une fois un petit peu aussi mon domaine de connaissances, de compétences, et effectivement travailler vraiment sur cet état d'esprit, amener une perspective différente. Et puis par exemple, quand vous lisez Marc Aurèle, eh ben, vous découvrez les aventures trépidantes d'un empereur romain, ce qui n'est quand même pas rien, et c'est très 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 intéressant. Donc voilà, j'avais une question qui était quelle est la connexion avec le marketing, tu as déjà répondu, donc c'est parfait. Top 5 du coup, un livre emblématique qu'on ne pouvait pas, on ne peut pas passer à côté euh, parce que, alors c'est intéressant, tu as, des gens qui l'adorent, tu as des gens qui en font leur Bible, tu as des gens qui passent complètement à côté et qui n'en ont rien à faire. Moi, c'est un bouquin que j'ai lu dans le train avant de lancer mon entreprise. J'étais encore salarié à cette époque-là et j'étais en train de découvrir tout ce monde-là. Et j'avais déjà commencé à créer une certaine liberté dans ma vie et vivre un peu finalement cet état d'esprit d'entrepreneur, de création de choses qui vont se mettre à travailler pour nous sur le long terme. Quand vous créez une vidéo par exemple, elle est accessible 24 heures sur 24, tout le temps, partout, et elle travaille indirectement pour vous. Et donc je commençais à développer cet état d'esprit. J'avais bien évidemment été marketé par plein de gens autour de moi qui m'ont dit, il faut que tu lises ce livre, c'est une des bases. Et c'est un bouquin qui aura vraiment un impact sur moi parce que il va m'apporter une autre philosophie. Il va me dire, ok, toute ta vie on t'a dit que le monde fonctionnait comme ça. Eh ben non. Eh ben non, et j'en suis un exemple et regarde ce qu'on est capable de créer. Quel est ce bouquin du coup top 5, Stan? Donc, c'est la fameuse semaine de 4 heures de Tim Ferriss, le célèbre auteur et podcasteur. Donc, je pense que ce livre, il y a effectivement plein de critiques qui sont envers ce livre. Et je pense que globalement, les critiques ont raison sur pas mal de points, mais qui manquent en fait un peu le cœur du truc. C'est-à-dire que bon, déjà, il y a beaucoup de critiques qui s'arrêtent à critiquer le titre et à dire ah, il travaille pas 4 heures, donc c'est débile. Enfin, c'est juste un titre et le titre, il a été bêta testé, il a été AB testé juste pour avoir le titre le plus cliquable. Et puis voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Ne Il y a serait-ce que aussi par des exemple, comme pour Vache Pourpre, qui effectivement incarnait
son modèle et son concept, ne serait-ce que la vente et la sortie, le choix de la couverture, le choix du titre, les tests qu'il a pu faire, je crois, directement en magasin pour essayer de voir si les gens prenaient le livre dans la main, etc. Mm. Rien que ça, c'est une leçon de marketing qui est géniale. Ouais. Et rien que pour ça, c'est intéressant d'étudier, quoi. Et donc, tu vois, il y a la critique sur, par exemple, en fait, tu lis ce livre et tu n'auras aucune idée de comment monter un business. Parce que les conseils de business qui sont dedans, ils sont absurdes. Ils sont à la fois trop superficiels et trop spécifiques à son époque. Tu vois. C'est genre, mets des pub AdWords pour vendre des t-shirts. Ouais, tu vois, de quoi tu me parles? Enfin, des pub AdWords, ça coûte 10 fois plus cher que c'était à l'époque. Tu vends tes t-shirts, si tu veux, mais ça, c'est pas le point important parce que je pense que les gens disent, bah, tiens, il m'a pas donné une tactique spécifique. Un bouquin qui est vieux de 12 ans ne peut pas te donner une tactique spécifique étape par étape pour te rendre riche. De toute manière, un bouquin ne peut pas te donner une tactique étape par étape pour te rendre riche. Donc, c'est assez simple. Tu vois. Cette critique, elle est. Certes, il tente de te donner des conseils qui finalement ne durent pas. C'est une petite erreur de sa part, je pense, en termes stratégiques. Mais plus largement, c'est pas ça, en fait, le cœur de son livre. Le cœur de la semaine des 4 heures et l'idée qui est clé dans la semaine des 4 heures, c'est que il y a des règles qui sont en place, mais il y a toujours un espèce de contournement que tu peux faire autour de ces règles. Donc, par exemple, une anecdote qui est clé dans le livre, c'est comment est-ce qu'il est devenu champion des États-Unis ou du monde, je ne sais plus, mais je pense que c'était champion national de kickboxing chinois en s'entraînant pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait un espèce de trou dans les règles où si un des concurrents sortait du ring plus de 3 fois, il était disqualifié de son match. Et donc, en fait, Tim Ferriss, il s'est entraîné juste à pousser les gens hors du ring. Et du coup, il s'en foutait s'il prenait des coups, etc. Il poussait les gens 3 fois hors du ring, ils étaient disqualifiés et donc ils gagnaient. Et par la suite, d'ailleurs, il y a eu un changement de règle qui a empêché les gens de faire ça. Mais c'est toujours l'idée de, tu crois que c'est la seule manière de faire parce que tout le monde t'a dit que c'était comme ça. Mais en fait, si tu étudies, tu peux trouver un hack. Donc, un autre hack qui est clé dans Tim Ferriss et qui évidemment qui a un impact énorme. Donc, l'autre exemple de ça, qui est vraiment emblématique, enfin, qui est super impactant dans ma vie, c'est l'idée qu'il a, lui, qu'il appelle le géo-arbitrage. C'est l'idée que tu peux aller dans un pays à moindre coût et vite dans un autre pays tant que tu gagnes des revenus sur Internet. Tu vois. Et ça, en fait, c'est une idée aujourd'hui qui est évidente parce que tous les marketeurs sont à pétaouchnock. Mais en fait, à l'époque où lui, il l'a introduit, c'était pas une idée qui était commune. Tu vois. Cette idée que tu peux gagner de l'argent dans un endroit et le dépenser dans un autre et que tu peux habiter dans un endroit qui est un endroit de rêve. Je sais pas, lui, il veut aller au Costa Rica faire du surf ou il veut aller en Argentine faire de la danse et boire du vin. Bah ouais, mais tu veux aller en Argentine pendant 6 mois, comment tu vas gagner ta vie? Tu vas pas trouver un job en Argentine, donc c'est pas jouable. Mais en fait, non, je m'en fous parce que moi, je vends des trucs sur Internet et donc je peux aller où je veux et vivre le style de vie que je veux. Et en fait, il y a des endroits qui sont finalement pas chers. Et tu te rends compte que c'est beaucoup moins cher de vivre dans un endroit de rêve que d'y aller en vacances, en fait. Parce que ce qui coûte cher, c'est les hôtels, c'est les déplacements, c'est les vols. Mais en fait, habiter sur place à plein temps dans un truc où les gens dépensent une blinde pour y aller, bah, tu peux y habiter à plein temps pour beaucoup moins que ce qu'eux, ils dépensent, en fait, pour être chez eux dans le Michigan aux États-Unis. Tu vois. Donc ça, c'était vraiment une espèce d'idée fondatrice qui, évidemment, dans le domaine du nomadisme digital, c'est probablement pas le premier à avoir inventé le concept, mais ça a été vraiment le premier à le structurer. Et donc, c'est vraiment ces idées de tu crois que c'est comme ça, mais en fait, c'est autre chose. Donc, il y a parlé, par exemple, des assistants virtuels. Donc, le fait que tu penses que tu dois faire toutes ces tâches, en fait, non, tu as des assistants virtuels. Donc là, c'est pareil, ils te donnent des conseils spécifiques de les prendre en Inde, etc. Enfin, plus personne prend des gens en Inde maintenant. C'est totalement démodé. Mais le concept fondamental de dire, bah tiens, tu peux prendre des gens pour faire des tâches alors que tu pensais pas avoir le budget pour et te libérer du temps, c'est possible. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font que le livre va vraiment te forcer à questionner tes idées reçues. Et je pense que Tim Ferriss, il a eu une jolie carrière parce qu'il n'a pas été dans la direction de dire j'ai fait la semaine de 4 heures, ça a été un méga carton et maintenant je vais faire juste une série de livres qui t'apprennent comment gagner de l'argent. Il est vraiment resté fidèle à ce truc de dire si j'examine la réalité, si j'examine les choses, je peux trouver une meilleure manière de faire que personne d'autre ne voit. Pour moi, c'est ce qu'il fait dans ses livres suivants, dans différents domaines. Il a fait un livre sur ensuite la santé, comment est-ce que tu avais différentes manières dans la santé. Il en a fait un ensuite sur l'apprentissage et aussi sur son podcast où il va interviewer des gens et essayer de comprendre les tactiques qu'ils utilisent. Et pour moi, c'est la grande idée de Tim Ferriss qui est assez inspirante, c'est de se dire je ne vais pas accepter les limitations qui me sont données et je vais essayer de trouver une meilleure manière de faire. Et c'est pas parce que tout le monde me dit que c'est impossible qu'en fait c'est forcément impossible et que parfois les gens sont juste bloqués dans leur réflexion conventionnelle, dans la vision conventionnelle des choses. Par exemple, un travail énorme qu'il fait récemment, c'est surtout ce qui est les thérapies psychédéliques en termes de santé mentale aux États-Unis, utiliser des trucs comme le LSD ou le MDMA pour
guèrent certains troubles psychologiques, ils ont des très bons résultats sur les troubles post-traumatiques, etc. C'est vraiment, pour moi, un truc et Tim Ferriss est un des pionniers de ce mouvement aux États-Unis. Légaliser ces thérapies, légaliser la recherche, parce que c'est une personne qui est prête à se dire, bah tiens, tout le monde se dit faire des thérapies au LSD, t'as pété un câble, enfin le mec qui va être 10 fois plus fou encore après, mais lui il se dit non, en fait, si ça se trouve ça va marcher, et si ça se trouve ça va être beaucoup plus efficace que les thérapies qu'on a actuellement, comme la thérapie freudienne ou autre. Et ça c'est vraiment la grande idée de Tim Ferriss. Et si tu es bloqué par le fait de dire bah il travaille pas que 4 heures, ou par le fait de dire ah les conseils business spécifiques qu'il donne sont plus valides, je pense que tu passes totalement à côté de la grande idée, et que la grande idée reste la clé de tout ce qu'on fait aujourd'hui, et que Tim Ferriss, non seulement dans ce livre, mais dans sa carrière qu'il a fait ensuite, dans ses investissements dans les startups, dans son podcast, dans sa carrière dans les médias, etc., est vraiment un excellent exemple de ce principe, tu vois, et de comment ça peut se construire sur les. Je ne pourrais pas mieux le dire. Un autre truc, effectivement, moi, qui m'a vachement impacté à cette époque-là aussi, c'est cette idée de pouvoir finalement presque avoir plusieurs vies. Il va apprendre à danser la salsa et devenir champion de salsa. Il va devenir champion d'un art martial. Cette idée de pouvoir vivre tes passions à fond. Hmm. C'est également quelque chose qui moi, m'a beaucoup interloqué parce que je suis quelqu'un qui me passionne pour beaucoup de choses et parfois je lâche un peu, je laisse un peu tomber les trucs ou je me mets pas vraiment à fond, ou je ne pousse pas la limite de ce qui est possible de faire. Et lui va le faire, va l'expérimenter. Donc en plus de cette idée de pouvoir voyager partout sur la planète, il y a aussi cette idée de vivre ses passions à fond. Et même si effectivement les conseils business sont obsolètes, pour moi, c'est les fondamentaux qui sont tellement importants dans la délégation, bien évidemment, mais également, par exemple, dans cette idée de faire des split tests, de tester deux choses, de donner raison au marché et pas à toi ce que tu as dans ta tête, dans tes idées. Aujourd'hui, c'est plus vrai sur la publicité Google Ads et encore, quoique, on fait la même chose sur Facebook Ads, on fait la même chose sur Snapchat Ads, peut-être demain sur TikTok Ads. Le moyen technique a changé, la philosophie est selon moi encore la bonne pour pouvoir se lancer, démarrer, décoller. Et ouais, en termes de philosophie de business en ligne, ce bouquin, selon moi, reste trop important pour passer à côté, quoi. Yes. Le suivant qu'on avait noté, c'est un autre classique dont les principes ont été bien disséminés, mais qui a été à une certaine époque un truc assez emblématique et qui, je pense, vaut la peine d'être visité. C'est Lean Startup de Eric Ries. C'est un bouquin qui a popularisé l'idée du MVP, notamment le Minimum Viable Product, la version la minimale de ton produit que tu peux lancer pour tester, de comment itérer selon les retours de tes premiers clients et faire évoluer ton produit en fonction de ça, plutôt que d'essayer de faire dans ta tête la meilleure chose. C'est parfait. Ouais, et c'est une grande idée qui va avoir un impact colossal sur la Silicon Valley et sur la manière dont eux, ils vont développer des produits et ils vont aborder leur business, à la fois en termes de comment tu développes le produit, mais à la fois en termes de marketing, capable de tester des expériences marketing, de regarder les résultats et d'itérer sur ce qui fonctionne. Et par effet d'osmose, va avoir aussi un impact énorme sur le milieu du business en ligne que nous, on peut connaître, sur la manière dont on va lancer des produits, sur la manière dont on va tester des offres, sur la manière dont on va réfléchir à créer quelque chose d'excellent. Et qu'en fait, tu peux jamais créer quelque chose d'excellent tout seul dans ta chambre. Tu peux juste créer une première version de quelque chose qui a du potentiel et le faire évoluer en fonction des retours des gens, et que c'est que en fonction des retours des gens que tu vas atteindre l'excellence. Ce qui est une idée, en fait, qui est assez inhabituelle, parce que si tu penses à la manière dont les gens vont créer un film, un espèce de chef-d'œuvre ou un espèce de roman qui va être un chef-d'œuvre. En fait, c'est pas des processus itératifs, c'est des processus où tu fais ton truc, il est parfait, tu le lances, tout le monde te dit t'es un génie, c'est parfait, te donne un Oscar et tu fais un best-seller. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et donc, cette idée de dire, en fait, non, ça va être uniquement un processus itératif, tu vas lancer quelque chose le plus tôt possible pour avoir des feedbacks, etc. C'est une idée qui est assez contre-intuitive, qui s'appliquait pas avant, ou en tout cas qui s'appliquait pas de la même manière. C'est une idée qui est nouvelle, mais c'est aussi une idée qui va être assez libératrice parce que ça va réduire beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques si tu peux beaucoup plus tôt avoir des retours et faire évoluer en fonction de ça. Et ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités que tu n'aurais pas vues par toi-même parce que tu n'es pas un génie, tu ne peux pas penser à tout, mais que si tu agrèges suffisamment de retours de différentes personnes et si tu itères, bah, tu peux itérer ton chemin dans une niche, dans un positionnement qui va être vraiment unique et qui va vraiment être efficace.
Et il y a des bons exemples dans le bouquin Lean Startup qui sont des exemples assez anciens, je pense, du début des années 2000, mais c'est pas très important parce que l'important, c'est le processus qu'ils ont suivi. Il y a une réflexion intéressante sur ce process d'itération, ce process d'innovation. Comment est-ce que tu arrives à quelque chose de nouveau et d'intéressant? Et juste pour son impact, je pense, et la manière dont les idées sont diffusées, ça vaut le coup ici de revenir à la source et d'aller voir ce que Eric Ries raconte dans le Lean Startup d'origine. Complètement. Et moi, ce qui me tue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'est venu très vite quand on a réfléchi à Stop, c'est parce que il y a aujourd'hui des formations en growth hacking, du coup, qui est un nouveau field qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui veut dire du coup la théorie de la croissance ou comment hacker votre croissance. Et qui en fait, 80% de leurs idées vient de Lean Startup, quoi. Et donc quand je vois quelqu'un qui vient d'acheter une formation à 2000 € sur le growth hacking et qui a l'impression de découvrir la lumière du jour, je lui dis, est-ce que tu as lu Lean Startup? J'ai écouté le Cooper, bah prends-le en entier, lis-le complet, surligne-le avec un stabilo, bosse-le et tu verras que ta formation à 2000 balles, il y a un bon gros bout là dans ce bouquin. Parce qu'effectivement, c'est des concepts vraiment de base. Moi, les startups, le milieu des startups m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup impacté. J'ai beaucoup étudié les startups, j'ai traîné dans des pépinières, j'ai analysé énormément de pitch de startups. J'ai moi-même bossé dans une startup, j'ai moi-même pitché dans une startup, j'ai moi-même essayé de lever des fonds. C'est vraiment un milieu qui est très, très, très intéressant, qui a changé notre façon de créer des entreprises, de vendre des idées. Et ce bouquin, j'étais dans le taxi à Bangkok, j'écoutais encore en audio, tu sais, décidément, ce qui m'a marqué le plus, je l'écoutais en audio, encore une fois, je me donne raison moi-même. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a libéré. J'avais la théorie de vendre avant de créer, mais là, ça m'a donné la confiance en moi de le faire et de me lancer. Et de lancer cette landing page, et peu importe les résultats que j'ai. Et la première année, quand je vais me lancer, parce que je vais le lire en 2016, la première année où je vais me lancer, je vais lancer énormément de projets qui ne sont pas vraiment des projets, que je vais juste lancer comme ça très rapidement en faisant une landing page, en mettant de la publicité, en recueillant des gens sur une liste email, en échangeant un peu avec eux. Et si je voyais que c'était pas intéressant, qu'il n'y avait pas assez d'attraction, qu'il n'y avait pas assez d'envie, d'intérêt, alors je délaissais et je passais au projet suivant. Et aujourd'hui, ça peut vous sauver du temps, de l'argent et au contraire, vous donner confiance en vous. J'ai l'impression finalement aussi, ce mindset, cet état d'esprit de l'itératif, de passer à l'action sans être parfait, c'est aussi, d'un point de vue peut-être un peu plus sociologique ou philosophique, je sais pas trop, cette idée que toi, monsieur tout le monde, qui n'est pas né avec de l'argent, qui n'est pas né particulièrement beau, doué ou talentueux, tu as aussi l'opportunité de créer quelque chose, de te lancer et de devenir bon, entre guillemets, à la sueur de ton front en faisant les choses de façon itérative et en prenant du feedback et en faisant quelque chose de plus intelligent sur le chemin. Moi, j'ai pris ça vraiment comme une espèce de tape dans le dos en me disant, bah vas-y gamin, tu vas y arriver, quoi, tu vois. Et du coup, ça m'a rassuré, ça m'a donné confiance en moi et beaucoup de concepts applicables directement au business. Voilà. Le suivant partage étrangement certains des éléments. Le numéro 3 qu'on a noté, c'est Boron Letters. Boron Letters, c'est un peu un classique du copywriting à l'ancienne, mais ce qui est intéressant, c'est que la manière dont le copywriting, donc l'écriture de lettres de vente fonctionnait dans les années, mettons, en gros, jusqu'à l'invention d'Internet, c'était qu'en fait, tu avais une idée, tu avais un truc à vendre, tu écrivais une lettre, tu trouvais une liste de personnes à qui l'envoyer, tu envoyais ça à 10 000 personnes, tu regardais si les gens achetaient. Si les gens n'achètent pas, tu dis, bah mince, ma lettre, elle est nulle, j'en écris une autre. Et tu sais un autre truc, une autre lettre. Si ça marche, tu dis, bah tiens, je vais acheter une liste de 100 000 personnes. Et après, si ça marche, tu fais, bah, je vais acheter une liste d'1 million de personnes. Et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir scaler ton truc. Donc, en fait, c'est un espèce de proto Facebook Ads où tu peux essayer de scaler ton budget. Et eux, ils le faisaient sur papier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, tu payes tes timbres, tu payes ta liste, tu payes ton enveloppe. Ça coûte de l'argent de toucher chaque personne. Donc, il faut que ton pitch de vente soit suffisamment efficace et convertisse suffisamment de monde pour pouvoir être rentable. Et donc, ils vont travailler sur qu'est-ce qui fait une lettre de vente persuasive et ils vont y travailler dans des facteurs très quantitatifs. Par opposition à la pub traditionnelle qui était faite par Madison Avenue à la télé, dans les magazines, dans les affiches, etc., qui ne sont pas une pub qui est quantifiable où tu peux pas savoir exactement quels sont les résultats de telle ou telle chose. Eux, c'est les gens qui ont inventé les split tests. Les split tests, ça a été inventé dans les années 1920 par un gars qui dit, bah tiens, je vais faire 2 versions de la lettre et le coupon, il sera différent. Donc, en checkant les coupons que j'ai reçus,
Si je sais que j'ai envoyé 10 000 versions de chaque lettre, je regarde quelle version du coupon je reçois. Et le mec, dans les années 1920, il a cette idée, c'est Claude Hopkins. Donc, Boring Letters, c'est un bouquin qui date des années 80, écrit par Gary Albert. C'est une très bonne introduction parce que le contexte, c'est qu'il écrit des lettres à son fils pour lui apprendre la vie et le business et comment est-ce que c'est que de vendre et comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent grâce au courrier, juste en écrivant des lettres sur ta petite machine à écrire. Donc, c'est une bonne introduction. Lui, il a cette personnalité un peu plus grande que nature avec ses aventures incroyables qui lui arrivent, avec toutes ses idées de business. Il va vendre des diamants, il va vendre des investissements, il va vendre de l'eau, il va vendre le gouvernement du Porto Rico, il va vendre pas des e-books, c'est des petits magazines d'information, des produits d'information par la poste. Il va vendre tout un tas de produits physiques, des trucs de perte de poids. Enfin, il va vendre tout ce qui lui passe par la tête, juste parce qu'il a décidé que sa compétence, c'est d'apprendre à vendre à l'écrit et d'être capable d'écrire une lettre quasiment à n'importe qui pour lui vendre quasiment n'importe quoi et de trouver un angle de vente là-dessus. Donc, c'est une très bonne personne à lire. Je trouve que le livre présente bien une manière de faire. Encore une fois, c'est un livre qui est un peu plus ancien, donc je pense que l'avantage qu'il ne soit pas un livre qui écrit à propos d'Internet, ça te force à réfléchir comment est-ce que ces principes dont lui il parle, ils s'appliquent sur Internet. Donc, ça te force à réfléchir un petit peu et à t'engager dans le livre d'une manière qui est différente, simplement de dire, bah voilà, il faut que ton titre, ça soit ça, parce que sur Internet, c'est ça. Et en fait, beaucoup de gens, en fait, sur le copywriting, sur Internet, te vendent un truc où tu dois juste remplir les trous. Dire, bah tiens, ta page, il faut qu'il y ait ça, 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 ton webinaire, c'est ça, ça, ça. Et en fait, ça ne marche pas parce que les gens ne comprennent pas les principes fondamentaux. Alors que si tu vas aller regarder des mecs comme ça, tu ne peux pas avoir l'illusion que tu ne peux pas recopier ce que lui fait parce que lui, il est dans un contexte différent. Donc, tu comprends, OK, c'est quoi les principes ici? Donc, le principe, c'est capter l'attention, raconter aux gens une bonne histoire. C'est créer du désir en jouant sur les besoins profonds de la personne. C'est avoir un appel à l'action fort. C'est comprendre les objections et les anticiper. C'est avoir une garantie ou avoir quelque chose qui essaye de réduire le risque de la personne, etc. Et en comprenant tous ces principes-là, tu vas te dire, OK, ben moi, je suis en train de faire une vidéo YouTube ou je suis en train de faire un webinaire ou je suis en train de faire une vidéo de vente, je suis en train de lancer tel ou tel produit. Comment est-ce que dans ma situation, je capte l'attention? Comment est-ce que je raconte une histoire intéressante? Comment est-ce que j'identifie les besoins profonds? Comment est-ce que j'identifie les objections, etc. Ça s'applique dans tous les cas, mais comme ici, tu le vois dans quelque chose où tu sais que tu ne veux pas le copier-coller, tu es obligé de comprendre les principes profonds. Et c'est pour ça que j'aime bien le copywriting un peu à l'ancienne. C'est pour ça que j'aime bien du Gary Albert, j'aime bien du John Carlton, j'aime bien du Claude Hopkins, qui sont des gars à l'ancienne, qui te parlent des fondamentaux. Et je pense que le meilleur endroit où commencer, c'est les Boring Letters, que tu peux d'ailleurs trouver gratuitement sur le site de Gary Albert. Elles sont aussi là. Ou tu peux les trouver sur Amazon et ils l'ont mis pour quelques dollars. Mais en fait, sur son site, tout son archive de newsletter, donc à l'époque, il envoyait une newsletter payante aux gens, mais maintenant, les archives sont gratuites sur le site de Gary Albert, qui est administré en fait par ses fils. Ben, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Un classique pour tous les gens qui écrivent, pour tous les gens qui font du copywriting et de façon plus globale pour tous les gens qui s'intéressent au marketing. Parce que aujourd'hui, quand tu comprends comment écrire une lettre de vente, tu comprends écrire un discours de vente que tu peux transposer sur une vidéo de vente, sur une publicité, sur une page sur Internet pour apprendre à persuader, pour apprendre à influencer du coup la psychologie des gens qui vont te lire, qui vont t'écouter ou qui vont te voir. J'ai pas pris beaucoup de temps moi pour étudier les Boring Letters, j'en ai lu quelques-unes. J'ai écouté beaucoup de reviews, d'analyses de gens comme toi et d'autres qui justement partagent un peu ce qu'ils ont appris, les grands concepts, les grandes philosophies, les grandes idées. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes parce qu'à cette époque-là, ces mecs qui faisaient du marketing par la poste, alors déjà de une, ça faisait une sacoche de fric incroyable et donc ça ouvre encore une fois un peu les perspectives. Et de deux, tu te dis, ok, comment est-ce que je peux transposer tout ce qu'ils faisaient sur le web? Et en fait, tu te rends compte que tout ce qui est sur Internet aujourd'hui, où tu penses que c'est des innovations en 2020, 2021, aucune innovation en fait. Ces types-là faisaient exactement la même chose à l'époque, quoi. Donc c'est très 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 inspirant et ça va effectivement poser les bases, poser les fondamentaux. Et justement, en parlant de fondamentaux, en parlant de bases, je pense que tu l'as dit à n'importe quel pékin, que tu as rencontré. La dernière fois, il me semble qu'un chien avec un chapeau, tu lui as acheté une version pour qu'il puisse le lire également. C'est notre livre top 2. C'est le livre que tu as analysé pendant des heures et des heures sur Internet, sur du contenu gratuit que vous pouvez retrouver. C'est ton ami, ton cher et tendre, Robert Cialdini avec Influence et Manipulation. Ouais. Donc, Influence et Manipulation, c'est aussi un livre qui date. C'est un livre qui date de 83, on va dire, plus ou moins 2 ans, tu vois, 83. Donc,
C'est un livre qui est à l'origine écrit. C'est intéressant le framing qu'il a parce que le framing qu'il a, c'est un psychologue qui va aller étudier les techniques des meilleurs vendeurs dans des mecs qui se vendent des bagnoles, des mecs qui te vendent des encyclopédies de porte-à-porte, des aspirateurs, des magazines, tout un tas de choses. Et il va essayer de t'apprendre comment te défendre en fait contre ces techniques-là. Donc lui, c'est un psychologue. Donc il va à la fois prendre des études scientifiques et il va à la fois observer empiriquement comment est-ce que les gens font. Ce qui est intéressant chez Cialdini, c'est qu'il va se servir de cette démarche pour synthétiser 6 grands principes qui sont les principes fondamentaux de la persuasion. Et pour moi, ces 6 principes-là sont un peu les blocs de l'ego fondamentaux. Tu vois, c'est un peu les éléments. Tu vois, c'est un peu comme l'oxygène, le carbone si tu parles de chimie. C'est un peu les blocs qui construisent tout le reste. Et tout le reste est une déclinaison, tout le reste est une sophistication sur ces éléments-là. Donc ces éléments-là, c'est par exemple la preuve sociale. C'est le fait que quand tu vois beaucoup de gens faire quelque chose, tu as envie de faire la même chose. Évidemment, la preuve sociale s'applique de plein de manières différentes. La preuve sociale, c'est à la fois avoir des témoignages sur ta page de vente, mais c'est aussi avoir beaucoup de likes sur ta vidéo YouTube. C'est aussi être ami avec un mec célèbre comme Tony Robbins et du coup, lui te donne la preuve sociale. Il y a plein de déclinaisons, mais c'est un concept qui est fondamental et qui marche dans tous les domaines. Il a le principe d'autorité. S'il y a un gars qui a une blouse blanche ou un gars qui est en uniforme de policier, les gens vont automatiquement faire ce que ce gars demande parce qu'il a une autorité qui lui est conférée. Il y a le principe d'urgence, que s'il y a peu de temps ou quelque chose est rare, il est automatiquement plus précieux. Genre, bah tiens, t'as que 2 jours pour prendre cette décision. Du coup, la personne va être beaucoup plus motivée pour le faire. On se dit, bah tiens, ce truc-là, il n'y en a que 5 et ils sont tous en train de partir, donc tu as intérêt de décider rapidement, tu le veux plus. Donc, c'est des principes qui sont fondamentaux et lui, il en identifie 6. Donc, en fait, ce que tu as, c'est 6 gros blocs de construction de la persuasion qui sont pour moi un espèce de langage partagé entre tous les marketeurs, entre toutes les époques, parce que c'est de la psychologie humaine. Donc, fondamentalement, la psychologie humaine n'a pas changé depuis les années 80, mais ça te donne ces gros blocs de construction que tu peux ensuite utiliser à ta manière pour construire. Comment est-ce que dans mon domaine, je vais utiliser la preuve sociale? Comment est-ce que je vais utiliser l'urgence? Comment est-ce que je vais utiliser le principe de cohérence? Le principe de cohérence qui te dit, c'est le principe du pied dans la porte. Donc, si une personne a commencé à faire quelque chose ou elle a fait une petite action, elle a envie d'en faire plus. Donc, c'est l'idée de, si tu veux que quelqu'un fasse un gros service pour toi, en fait, les meilleures manières de faire, c'est de lui demander un petit service, ensuite de lui demander un service un peu plus gros et un service un peu plus gros. Et tout d'un coup, il est devenu le type de personne qui est en train de te faire des services et il se dit, ben, puisque je fais autant de services pour ce mec-là, c'est que je dois bien l'apprécier. Et donc, du coup, quand il va venir me demander un gros service, et ben, je vais accepter sa demande, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, bah, quand tu fais de l'email marketing. C'est, bah, tiens, je t'ai demandé ton email, tu m'as donné ton email. Maintenant, je t'envoie des emails et tu lis mes emails. Et d'un coup, je te dis, bah, tiens, je te vends un produit. Et tu es quelqu'un qui lit mes emails régulièrement. Donc, évidemment que tu vas aller écouter mon produit. Alors qu'au départ, tu n'aurais peut-être pas voulu le faire. Mais comme je t'ai amené petit à petit et que j'ai développé cette relation, je t'ai mis dans une dynamique, dans une certaine direction et tu as envie de continuer cette dynamique et d'aller jusqu'au bout. C'est pareil que les essais gratuits. Tu commences à utiliser un produit gratuitement. Tu dis, ouais, je ne vais probablement pas le payer. Au bout de 14 jours, tu l'utilises et tu es dans la dynamique. Donc, tu vas le payer. Donc, c'est le principe du pied dans la porte qui est de tu n'as pas besoin d'aller demander l'action qui est à la fin. Il faut juste que tu demandes l'action qui est au début parce qu'une fois que les gens ont fait l'action qui est au début, ils vont faire l'action suivante et l'action suivante et l'action suivante. Tu vois, c'est des principes qui s'appliquent partout. Et ce qui est intéressant chez Cialdini, encore une fois, c'est que lui, il te les montre dans un contexte auquel tu n'es pas habitué. Les vendeurs au porte-à-porte ou les vendeurs dans toutes sortes de domaines dans les années 80. Il te donne un peu la science qui est derrière avec des études qui sont anciennes mais qui sont assez solides. Parce que la psychologie, au fil du temps, notamment les études dernièrement psychologique, parfois tu te doutes, enfin tu te demandes un peu ce qu'ils foutent, mais à l'époque ils cherchaient des trucs plus évidents, des trucs plus gros. Donc quand ils cherchent l'impact de l'urgence ou l'impact de la preuve sociale, ils le trouvent et c'est clair que l'impact il est là. Et voilà, donc ce livre il a une vraie valeur de classique, il a une vraie valeur de structurer ta pensée, il a une vraie valeur de revenir aux bases. Avant d'aller chercher des petites techniques marketing qui marchent aujourd'hui sur Instagram, c'est bien de comprendre les principes fondamentaux de la psychologie humaine qui sont en fait le socle de tout ça et tu les trouves vraiment chez Cialdini. C'est ça, c'est comprendre, réussir à rattacher la science, la théorie profonde et comprendre vraiment bah, pourquoi quand tu mets une urgence à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il aurait tendance à se laisser driver par cette urgence. C'est bien expliqué, c'est simple à lire, ça donne énormément de références, il y a énormément d'études sur lesquelles ça se repose. Et puis, c'est intéressant de suivre finalement ces aventures dans ces différents tests, dans ces différents milieux. C'est sans débat. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de la série de podcasts de Stan sur le sujet dans lequel il va analyser, étudier chacun de ces leviers. Donc il y a 6 podcasts, hein, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. un par grand principe, que je vous
t'invite à aller étudier, qui sont très intéressants après l'avoir lu. Moi, voilà, je l'ai lu dans le train pour Chiang Mai avec une petite lampe poche LED connectée à mon ordinateur. Durant ces 17 heures de train de Bangkok à Chiang Mai, je lisais ce bouquin. Encore une fois, suite à tes recommandations d'ailleurs. Donc grand classique à étudier et faites-vous plaisir parce que ça va vraiment vous ouvrir euh, le potentiel peut-être ou la meilleure compréhension de vos futures actions. Et donc ça va donner du poids à vos actions. Quand tu parlais notamment de l'essai gratuit, ça me faisait penser à Bernard Tapie. Il y a beaucoup d'actions que vous allez faire de façon naturelle sans forcément maîtriser la structure psychologique qu'il y a derrière. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la lumière là-dessus et donc du coup améliorer la force. Bernard Tapie est devenu pas célèbre, mais riche en tout cas, avec notamment ce concept de l'essai gratuit. À l'époque, il essayait de vendre des télés là où personne voulait acheter de télé. La télé n'était pas du tout démocratisée, les gens ne voulaient pas de télé chez eux, ils n'étaient pas intéressés. Et en fait, il se retrouve à essayer de vendre ces télés qui sont du coup pas du tout dans le commun des mortels de l'époque, hein. Il faut bien penser à l'époque. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est après avoir pris des noms, après avoir pris des portes, parce que tu demandes aux gens d'acheter quelque chose qui coûte cher, dont ils n'ont pas besoin, dont ils n'ont pas envie, forcément, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va un jour rentrer sans la télé au bureau, qui était parti vendre. Et donc le mec lui dit, mais t'as vendu la télé, ça y est et tout, première est vendue. Non, pas du tout, mais fais-moi confiance, quoi. Et en gros, il a laissé la télé chez quelqu'un qui, comme les autres, ne voulait pas l'acheter. Il lui a dit, écoutez, ce qui se passe, c'est que je vous la laisse pendant 7 jours. Vous me payez rien. Et dans 7 jours, je repasse. Si ça vous plaît, eh bien, vous l'achetez. Si ça vous plaît pas, je repars avec. Vous n'avez rien à payer. Et ce qui va se passer, c'est la même chose qui se passe à tous. Quand tu commences à regarder la télé, eh ben, t'arrêtes pas de regarder la télé, quoi, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose dans lequel tu deviens addict. Et donc, il y a plusieurs leviers, je pense, hein, mais il y a peut-être le biais de cohérence et également ce concept eh ben, de l'essai gratuit qui fonctionne. Et du coup, bah, vous connaissez tous derrière Bernard Tapie et ce qu'il est devenu et qui il est devenu. Donc, c'est intéressant de voir aussi ces principes-là. En fait, après que tu as vraiment étudié Cialdini, dans ta vie du quotidien, tu te dis, ah, là, il y a ce concept-là, il y a ce concept-là, là, il y a ce concept-là. Et ça va vraiment t'aider à comprendre, je pense, le marketing qui t'entoure. Et puis aussi, effectivement, en passant de peut-être un peu moins se faire avoir du coup par nos travers naturels, par nos automatismes d'acheteurs ou d'influence, quoi, de façon globale. Le livre numéro un va vous raconter l'histoire d'un jeune qui va décider à son tour de se lancer dans une vie différente et de créer justement son business en ligne avec plus ou moins de succès, vous allez voir. Et du coup, il nous emmène dans cette aventure de vie, mais également dans cette aventure marketing. Et il va nous partager à son tour les grands principes, les grands leviers qui ont fonctionné pour lui, qui ont fonctionné dans son développement et qui fonctionnent aujourd'hui dans le développement de son activité. Bien évidemment, ce top 1 est complètement impartial. Quel est ce top 1, Stan? Ben, c'est la petite page de pub, hein, c'est le livre sponsorisé de cet épisode. Je précise que c'est toi voilà, qui a fait le top 2, en tout cas, des premiers. Moi, je suis intervenu à partir de Bored Letters, donc c'est mon propre livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, qui, en faisant ce top, en fait, je me rends compte que c'est un livre qui incarne beaucoup des choses que j'ai complimentées chez d'autres personnes, Exactement. c'est-à-dire de comprendre ces principes fondamentaux, notamment en matière de psychologie, et de comprendre comment est-ce que tout ça se connecte sur un niveau un peu plus profond que simplement les tactiques du moment. Parce qu'en fait, quand tu écris un livre, comme c'est le cas ici, moi, j'ai aussi cette vision sur la postérité. J'ai aussi cette vision de peut-être quelques erreurs que Tim Ferriss a fait dans son livre, qui était de donner des trucs trop spécifiques, en fait, à Ouais. ces niveaux-là. Et mon idée, c'était de dire, comment je fais un livre qui, dans 10 ans, sera tout aussi valide qu'il est aujourd'hui, en réfléchissant à ces éléments fondamentaux de la psychologie humaine. Donc, évidemment, je ne te refais pas Cialdini, mais ce que je te fais à la place, c'est comprendre quels sont les grands éléments, par exemple, d'une page de vente. Comment est-ce que tu vas faire ta recherche de marché? Comment est-ce que tu vas utiliser la psychologie pour identifier une idée qui est unique? Et comment est-ce que tu vas trouver un différenciateur qui va vraiment avoir un impact en te basant sur la psychologie humaine? Donc, je fais vraiment ce tour-là de la psychologie humaine et de fil en aiguille, je donne des exemples de mon propre parcours. Ça a pris pas mal de temps à faire le plan du livre pour que les idées soient cohérentes et progressent de manière cohérente. Et en même temps, mon histoire progresse de manière chronologique. Ça a pris pas mal
d'innovation à ce niveau-là, tu vois, pour à la fois raconter mon histoire, parce que je voulais pas que c'est pas une biographie, tu vois. Moi, je suis pas à un stade où je vais écrire ma biographie et où tu vas venir pour mon histoire. Je me sers de mon histoire souvent pour illustrer comment est-ce que moi j'ai appliqué. Parce que t'as pas envie d'un gars qui te parle de trucs théoriques et en fait qui les a pas appliqués. Donc si je te dis bah tiens, la psychologie humaine c'est cool pour trouver une idée, je vais t'expliquer comment mon premier business dans la séduction, je vendais un truc dont personne ne voulait. Et comment est-ce qu'en analysant les besoins de mon client, et notamment de une personne, en fait, de un gars qui m'envoyait des emails et qui me prenait comme son meilleur ami personnel, et ben, j'ai commencé à comprendre plus profondément la psychologie des gens, ce qu'ils voulaient vraiment dans la séduction. C'était pas juste de draguer des filles, en fait. Il y avait une histoire d'ego personnel et d'accomplissement de soi qui faisait que tu avais l'impression d'être un nulos, en fait. C'est pas un truc de sexe, c'est plus que tu avais l'impression d'être nul parce que tu n'avais pas de succès avec les filles. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, tout s'est un peu débloqué. Et le fait que tous les conseils qu'on te donnait en séduction, qui étaient les suivants, qui étaient de dire bah, tu t'en fous, aborde des meufs dans la rue, aborde 50 meufs par jour, tu vas avoir 1% de numéro de téléphone et ça va marcher. Ben, en fait, si tu es un mec un peu timide qui n'arrive pas à aborder 50 filles par jour, bah, tu te dis encore plus que tu es un nul. Et donc, en fait, ça t'enfonce encore plus au lieu de t'aider. Je me dis, bah, tiens, en fait, ces gens-là, leur problème, c'est pas en fait qu'ils ont besoin de devenir Casanova et de coucher avec 50 000 personnes. Au contraire, ce dont ils ont besoin, c'est de prendre confiance en eux, c'est d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de surmonter ses peurs. Parce qu'en fait, ces peurs, c'est vraiment ce qui les paralyse et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à appliquer les conseils des autres. Donc, tu vois, en faisant cette réflexion, j'ai créé un programme qui s'appelait à l'époque le plan d'action et qui était un programme qui dit, bah, en fait, ce programme, il va pas t'apprendre à faire, parce que tout le monde te disait, mon programme, c'est un truc d'hypnose, PNL, où n'importe quelle fille va tomber amoureux de toi en 2 secondes, même une top modèle, et tu vas avoir son numéro et coucher avec elle dans la soirée. Tu vois. Tout le monde te vendait ça. Moi, je dis, bah non, bah ça, moi, je peux pas t'apprendre à le faire. En revanche, ce que je peux t'apprendre à faire, c'est que si tu vois une nana qui t'intéresse et que tu as envie d'aller lui parler, bah, tu vas avoir le courage d'aller lui parler. Ça réussit pas, c'est pas grave. Tu vois, à la fin de la soirée, tu te dis, bah tiens, quand même, j'ai un peu des couilles, tu peux être un peu fier de toi. Tu vois. Et en fait, c'était une promesse beaucoup plus faible que ce que d'ailleurs innovateur à l'époque. Qui était complètement innovateur. À l'époque, c'était vraiment rare. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ce type de promesses et beaucoup de gens sont sur le truc naturel, etc. Mais à l'époque, personne ne te le faisait. Donc, j'étais à contre-pied du marché. J'étais en essence sur une promesse plus faible. Ça qui est intéressant, c'est qu'en rendant ma promesse plus faible, elle correspondait mieux finalement parce que la surenchère de dire tu vas pouvoir draguer n'importe quelle fille, si tu es le client de base des coachs en séduction qui est un mec timide qui a vraiment du mal. C'est jamais un mec qui se débrouille déjà super bien, qui veut devenir un dieu. C'est jamais ça. C'est toujours un mec timide qui a du mal. Et ce mec timide qui a du mal, il peut pas se projeter dans le truc. Je vais draguer n'importe quelle fille, elle va tomber amoureuse de moi. Mais il peut peut-être se projeter dans le fait de dire, bah tiens, il y a cette fille, peut-être que tu la rencontres dans tes études et elle te plaît vraiment. Et en fait, t'arrives même pas à lui proposer de boire un café. Exactement. Et souvent, les histoires que le mec me racontait, c'était vraiment elle était clairement intéressée, en fait, parfois. Tu vois. Parfois, elle est clairement intéressée. Là, tu te dis, bah tiens, là, on dirait que vous vous entendez bien, ça matche bien, etc. Elle propose d'aller prendre un verre, enfin, essayer de voir ce qui se passe. Et les mecs étaient paralysés. Tu vois. Et quand j'ai commencé à comprendre ce besoin-là profond, j'ai pu commencer à créer un produit qui répondait vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner ma vie en ligne. En fait, c'est en comprenant, tiens, il y a une offre là. Donc, en fait, en faisant ça, je t'explique, bah, c'était quoi les méthodologies que moi j'ai appliquées pour comprendre les besoins de ce mec. Quelles questions est-ce que je lui ai posées? Comment est-ce que j'ai identifié ce que faisaient mes concurrents? Comment est-ce que j'ai identifié peut-être ce qui faisait mal ou là où ils étaient faibles ou là où les gens qui avaient été chez eux avaient été déçus et que du coup, ils cherchaient quelque chose de nouveau parce que leur problème est toujours là, leur problème n'a pas été résolu, mais ils sont déçus par ces méthodologies, donc ils cherchent un truc qui va à contre-pied. Voilà. Moi, j'avais quasiment une idée que mon programme n'avait de sens que pour les gens qui avaient déjà été déçus par mes concurrents. Parce que ils avaient déjà eu des conseils qu'ils ne savaient pas appliquer. Donc, ils ont réalisé que la peur était leur principal blocage. Donc, ils n'allaient pas acheter plus de conseils qui leur dit il faut aborder à fond parce qu'ils savent que la peur est là. Donc, moi, j'arrive sur un truc de la peur. Tu vois. Et quand j'ai commencé Marketing Mania, j'avais un peu la même démarche de me dire je vais vendre un truc qui ne marche qu'en deuxième cran. Donc, si tu démarres dans gagner de l'argent sur Internet, ce que je te vends, ça ne va probablement pas te parler. Mais si ça fait déjà 2 ans que tu galères à faire de l'argent, tu comprends pourquoi ça marche, ce que je vais te raconter sur la psychologie humaine, la différenciation, le copywriting, ça va te parler. Parce que c'est ça dont tu as besoin à partir du moment où tu as été frustré pendant un moment et que ton problème ne se résout pas par rapport au conseil de mes concurrents. Voilà. Et donc, le livre est vraiment une suite de ces éléments et donc de la création de l'idée à la vente de ton produit, à comment est-ce que tu développes le business autour et comment est-ce que moi je réfléchis à ce concept de
Votre pire dans le sac à dos, c'est un peu cette idée de c'est quelque chose que tu peux entièrement contrôler. C'est ton petit empire qui tient dans le sac à dos. Je te dis pas que tu as besoin nécessairement de faire 1 milliard, mais c'est intéressant d'avoir un truc que tu peux totalement contrôler. Et après, comment est-ce que ça a un impact sur ton système marketing, la scalabilité, ton équipe, etc. Donc, ça va de tout ça parce que c'est mon parcours, en fait, que je raconte. C'est mon parcours de dire, au départ, il faut que je trouve une idée pour laquelle les gens vont payer. Et après, il faut que je trouve un canal marketing scalable pour vendre cette idée. Et après, il faut que je trouve un pitch de vente vraiment efficace. Et après, il faut que je construise une équipe, il faut que je construise une organisation pour que ce soit pas juste moi devant un PC qui fait des trucs toute la journée. Parce que ça, au bout d'un moment, à un certain stade, si tu veux construire quelque chose de gros, tu es limité par ça. Et donc, le livre raconte ces principes sous l'angle de la psychologie et raconte mes anecdotes. Et donc, de fil en aiguille, tu vois, mon propre parcours et comment est-ce que j'en suis arrivé, en fait, à la fois à découvrir ces idées et à la fois à les appliquer de manière concrète. Est-ce que ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mes succès, mes échecs, et le fait de finalement, tu n'as pas besoin d'être bon partout, en fait. Moi, il y a quelques trucs que j'ai fait qui ont vraiment cartonné et tout a été construit sur les quelques trucs que j'ai fait qui ont cartonné. C'est mon copywriting, c'est quelques formations que j'ai fait qui ont cartonné, c'est ma chaîne YouTube qui a cartonné et il y a plein d'autres trucs que j'ai fait. J'ai fait pas mal de services, j'ai fait une agence de pub Facebook, etc. Ça marchotait, tu vois, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait qui n'ont pas marché, mais tu as besoin finalement que de 2 ou 3 pièces du puzzle qui font clic. Et t'es parti. Tu as besoin d'une offre, tu as besoin d'une page de vente, d'un système marketing, tu as besoin d'une source de trafic, ça fait clic. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur Snapchat, je ne fais pas d'SEO, je n'écris pas de blog, etc. Je fais des vidéos YouTube, je fais de temps en temps des podcasts, j'écris des emails à ma liste, je vends des formations, là, je lance un logiciel. Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire vraiment du e-commerce, je ne sais pas faire du Instagram, je ne sais pas faire du Facebook, tu vois. Mais tu as besoin de savoir tout faire pour faire. Il suffit que tu comprennes les quelques pièces du puzzle qui vont faire clic par rapport à tes propres forces et par rapport à ton propre parcours. Et ça peut prendre du temps de les trouver, ça peut prendre de l'expérimentation, ça peut prendre de l'échec. Mais une fois que tu les as trouvés, ben, t'es good, quoi. Tu as trouvé tes compétences, tu as trouvé tes forces. Et pour moi, c'était vraiment ces idées de copywriting, c'est vraiment ces idées aussi de YouTube. Pour moi, YouTube, c'est beaucoup de copywriting, en fait, parce que mes vidéos sont très écrites. Donc, c'est vraiment de comprendre les angles, de comprendre les axes, de comprendre la persuasion qui vont faire que les gens accrochent à ce que je raconte. Et donc, ouais, tout se retrouve. Mais une fois que j'ai trouvé ça, moi, je l'ai pratiqué à fond pendant des années. Je suis devenu bon dans ce que je faisais et les résultats sont venus de là. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi cette stratégie. Ouais, c'est ta philosophie, ta stratégie que tu partages. De focus. Moi, j'ai vraiment une philosophie à ce niveau-là de focus qui est aussi bien sûr dans le bouquin, c'est-à-dire de comprendre la compétence que tu peux développer qui va te différencier des autres. Ça peut être du copywriting, ça peut être tu es un excellent vendeur, ça peut être tu sais faire du SEO mieux que n'importe qui, ça peut être tu es un magicien sur Facebook Ads, ça peut être tu fais des TikTok de malade, ça peut être beaucoup de choses. Mais une fois que tu deviens meilleur que les autres dans quelque chose et tu l'as développé à fond et tu as compris les grands principes et tu l'as développé, en fait, tu n'as pas besoin d'être bon partout pour vraiment monter quelque chose de vraiment fort parce que tu te focuses ton énergie dessus plutôt que c'est pas ton énergie dans 5 endroits où tu es moyen, fais 1 ou 2 trucs où tu es excellent. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, a fait la différence. Et c'est du coup, je guide un peu les gens dans le livre sur comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent trouver leur propre zone d'excellence. Leur bizarrerie, Ouais. assumer un peu sa bizarrerie aussi. Derrière ce bouquin, il y a aussi bien évidemment du coup le parcours d'un jeune qui, après l'école de commerce, ne veut surtout pas tomber dans les rouages de la société, veut créer, veut devenir indépendant, veut construire quelque chose. Quelqu'un qui ne se considérait pas du tout comme un entrepreneur, qui voyait l'entrepreneur plutôt comme des gens bedonnants, sociaux, qui sont capables d'aller serrer des paluches, ce Ouais. qui était incompatible avec ta vision de toi-même que tu avais à l'époque, et qui, pour le coup, va construire aujourd'hui le média marketing, certainement, avec le plus de followers, qui fait le plus de vues et qui est numéro un sur son marché. Donc, ça reprend ton histoire, ça reprend ta vision, ta philosophie, et de façon, je trouve, très intimiste aussi, beaucoup d'authenticité. Et voilà, donc bien évidemment, je l'ai lu du coup dès qu'il est sorti, je l'ai apprécié, on l'a étudié dans mon club de lecture, beaucoup de retours positifs. Aujourd'hui, c'est combien de bouquins que tu as vendus d'ailleurs et combien de personnes que tu as impacté avec ce livre? J'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on va dire entre 12 et 15 000, je pense, entre la version physique qui a Ok. pris un petit coup parce que le livre est sorti un peu avant le Covid
mais la version physique se vendait bien, était dans les aéroports, etc. Et du coup, elle a pris un dip pendant quelques semaines où elle se vendait plus et Amazon était en rupture de stock. Donc pendant 10 semaines, j'en vendais zéro. Mais en gros, tu vois, entre la version physique, Tu as été en rupture j'étais en rupture de stock plusieurs semaines. pendant un bon moment, ouais, parce que voilà, Amazon était en rupture et le livre, quand il est sorti, était numéro 1 des ventes sur Amazon, toutes catégories confondues, pendant genre 3 jours, quand il est sorti en précommande en plus. Donc, il s'est vraiment bien démarré. Et ensuite, il était bien diffusé dans les librairies. Là, il continue à bien se vendre. Et surtout, là où j'en ai vendu beaucoup, c'est sur le livre audio, qui est sur Audible, qui est vraiment une très, très bonne plateforme pour moi. Ce qui n'est pas une grande surprise parce que, évidemment, les gens qui me suivent sur YouTube, les gens qui me suivent sur le podcast, ils auront envie de m'entendre en audio. Donc, ouais, il s'en est vendu pas mal et surtout, les ventes ont pas descendu. C'est-à-dire que il y a eu un pic énorme de lancement sur les premiers jours. Mais en gros, depuis, là, il est sorti en janvier. Donc, depuis en gros février au mars, il est assez stable dans ce qu'il vend, dans ce qu'il écoule. Et moi, ce que je voulais, c'est c'est pas forcément faire un énorme lancement, c'est en faire un classique qui mérite sa place un peu dans ces livres, dans ces listes de livres à lire. Et donc, évidemment, celle-ci ne compte pas parce que c'est nous qui l'avons faite et parce qu'on l'a fait ensemble et parce que c'était marrant de mettre celui-là en premier. Mais c'est un peu mon ambition, tu vois. Et donc, du coup, c'était de se dire, je veux faire un livre les gens peuvent le découvrir en librairie, ils peuvent le trouver à la Fnac, ils peuvent le trouver sur Amazon en naviguant. Et pour moi, la mission aujourd'hui, elle est vraiment accomplie parce que beaucoup de gens qui me connaissent pas me découvrent via le livre. Donc, c'est une nouvelle manière pour les gens de me découvrir. C'est une manière pour les gens qui m'ont découvert sur YouTube d'avoir ce principe de cohérence et de pas commencer avec une formation. Mes formations, elles sont avancées. Mes formations, elles coûtent 500 €. Mes formations, elles ont du sens uniquement si tu es prêt à monter un business. Si tu es juste curieux, intéressé, tu n'achètes pas ma formation à 500 € ou plus. Mais maintenant, tu as le livre. Tu as le livre et tu peux dire, tiens, je suis intéressé, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de comprendre plus. Tu as le livre qui est une étape intermédiaire. Donc, pour moi, c'est une vraie manière de communiquer mon histoire et ma relation avec l'audience. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le découvrent et qui rentrent dans mon univers aussi de cette manière. Tu vois. Et pour quelqu'un comme moi qui est aussi attaché au livre, avoir ton livre et pouvoir transmettre aussi sur ce canal-là, forcément, tu vois, c'est un impact personnel supplémentaire qui est pas négligeable. Et c'est toujours un truc que j'avais envie de faire depuis des années. Et en fait, en 2019, je me suis mis pour l'écrire et il est sorti là début 2020. Et tu l'as bien fait. Félicitations à toi encore pour cette transmission. Merci Stan d'avoir partagé ton top 10 des bouquins les plus importants, les incontournables pour le marketing. Bien évidemment, tous les liens pour découvrir le travail de Stan, pour les Boron Letters, pour les épisodes d'analyse sur la psychologie avec Cialdini. On met tout ça dans la description juste en dessous. Et puis, à très bientôt dans de prochaines aventures. Vous pouvez bien évidemment aller suivre les vidéos de Stan qui feront certainement quelques centaines de milliers de vues, quelques millions de vues sur sa chaîne YouTube qu'on mettra également en description. Yes. Merci Enzo pour l'invitation, c'était cool. Merci à toi Stan, à très bientôt. Ouais. Ciao à tous les amis, à bientôt. Quel plaisir les amis d'avoir pu partager avec Stan, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui, d'apprendre, de découvrir. J'espère que vous avez pris note de ces lectures pour les ajouter dans votre reading list et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant et plus de plans d'action pour concrétiser vos rêves de gosse et passer votre vie au niveau supérieur. Je vous souhaite de bonnes lectures et bien évidemment, n'hésitez pas à découvrir dans la description juste en dessous tous les contenus bonus à télécharger. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!